Alors bonjour Fabienne, Bonjour Léolo. alors ravi de nouer ce nouveau partenariat avec le Lab Femmes de Cinéma Ben oui, pour cette masterclass de Karine Viard. Alors est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le Lab? oui, avec plaisir. Alors le Lab, c'est un think tank qui travaille sur le thème de la place des femmes dans le cinéma. Alors on a plutôt un angle orienté sur les réalisatrices, mais on s'intéresse aussi évidemment à toutes les femmes de cinéma et les actrices en font évidemment partie au premier titre. On dit que le lab repose sur 3 piliers. Donc le premier, c'est qu'on fait une étude annuelle sur la place des réalisatrices en Europe. Et ça, c'est très important parce qu'on dit qu'il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en l'occurrence, on les compte. Et malheureusement, les chiffres restent bas et évoluent peu. On est toujours en moyenne européenne à peu près 20% seulement de femmes réalisatrices. On organise aussi des ateliers pour essayer de faire travailler des gens ensemble sur ces sujets-là et que des idées émergent pour faire bouger les lignes. Et puis, dernière chose qu'on fait avec vous, des masterclass comme celle qu'on va entendre ce soir. Et c'est très important pour nous, au travers de ces masterclass, de donner à voir des rôles modèles au féminin. Voilà. Et ce soir donc nous recevons Karine Viard. Alors, rôle modèle s'il en est. Alors, Karine Viard, donc rôle modèle de femme de cinéma. Ce qui est intéressant déjà, c'est que Karine Viard, c'est une des actrices qui a le plus tourné. Enfin, elle a fait un nombre de films complètement hallucinant. Elle a tourné avec énormément de réalisateurs. Elle a tourné aussi avec quand même pas mal de réalisatrices. Alors, je pense à des Daniel Thompson, je pense à Solveig Anspach, je pense à Mai Wen, je pense à Tony Marshall et tant d'autres. Lucie Borletot aussi, je sais que c'est elle qui d'ailleurs avait acheté les droits d'une chanson douce. Alors ça, c'est intéressant de voir que c'est une actrice qui a travaillé avec beaucoup de réalisatrices. Ce qui est aussi évidemment très intéressant, c'est en fait tous les rôles qu'elle a occupés et qui montrent en fait la puissance de elle en tant qu'actrice et aussi les histoires qui sont racontées. Et d'ailleurs, souvent on fait un lien entre qui est derrière la caméra et ce qui se raconte. Moi, j'ai tendance à penser que Karine Viard est tellement emblématique que les réalisateurs, réalisatrices avec lesquels elle tourne, sûrement imaginent aussi des rôles en pensant à elle. Et c'est vrai qu'elle a incarné des personnages de femmes extrêmement puissantes, très variés. Elle peut aller avec Corsini sur la Nouvelle Ève dans un personnage qui est hyper drôle. Bon, après, elle a aussi eu des rôles quand même beaucoup plus durs. Je pense à Holecker de Solveig Anspach. Je pense, voilà, elle est allée quand même dans des registres. Mai Wen, quand elle incarne une policière hyper quand même testostéronée, c'est ça qu'on dit. Et en fait, c'est important, encore une fois, dans le côté rôle modèle qu'on voit des personnages comme ça au cinéma. Bon, et puis dernière chose, c'est une femme engagée, alors qu'on l'a vu s'engager pour défendre les droits des migrants, on l'a vu s'engager sur le changement climatique. Et puis au moment de MeToo, elle a aussi pris une parole qui était quand même assez forte pour dénoncer les agressions sexuelles dont elle avait été victime quand elle est arrivée dans l'univers du cinéma. Voilà. Bonne masterclass, on a hâte. Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève. J'étais le petit prince, le petit roi, c'est vrai. Maintenant oublions ça. Plus d'ordre de préférence, fin du chantier, fin de l'enfance. Nul départ sans conséquence, fin des mythologies, fin d'une posture, fin d'un pays. Bien souvent la nuit j'en ris. C'était beau tout au pied du Vercors. L'infini vertical de nos propres corps n'indiquait pas plus de direction qu'un corps d'armée en action. Fin de nos monarchies, fin des familles, plus d'alibi, fin des hasards qu'on embellit. Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces,
Fin d'une famille qui marche et crève, trêve de révérence, fin de l'hommage, quelle délivrance, fin du dégoût qui couvre tout. Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève, j'étais le petit prince, le petit roi, c'est vrai, mais maintenant, oublions ça. Alors bonjour Rémi. Donc, Bonjour. Tu es Cheval Rex, tu viens de nous interpréter ton titre Monarchie de ton album Providence qui est sorti en janvier dernier. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson ? Ouais, c'est une chanson qui est un peu au cœur du disque et qui finalement est assez importante par rapport à pas mal de sujets. Depuis le début où j'écris des chansons, il y a toujours des histoires de famille qui reviennent, des histoires de choses qu'on quitte, de lieux qu'on quitte, de personnes qu'on quitte. Et je crois que c'est une chanson qui fait un petit peu une forme de synthèse de pas mal de ces sujets-là que j'ai souvent abordés par divers biais. Et donc ouais, c'est une chanson importante du disque. Ça a été quoi tes inspirations pour cet album ? En fait, je fonctionne assez peu en inspiration. Je commence à faire un espèce de gros merdier entre différentes créations, bouts de musique, bouts de texte, etc. Et puis c'est au fur et à mesure que j'avance dans le disque où les choses se dessinent et se précisent un peu. Et en fait, assez vite sur ce disque-là, j'avais envie d'assumer plus le côté chanson, plus les textes. Et j'ai pas mal écouté Murat, qui est un chanteur que je connaissais pas mal, mais sur lequel je m'étais jamais penché, et ce que j'aurais jamais pensé citer en référence, mais une espèce de classicisme des textes notamment. Et donc ça a été une espèce de figure un peu tutélaire comme ça, pas mal de moments, vraiment au niveau des textes en tout cas. C'est vrai qu'on reconnaît un peu des sonorités de L'Ange déchu par exemple dans cet album-là. Ouais, puis il y a un côté aussi, notamment sur Monarchie, c'était ce titre-là qui est un peu plus synthétique aussi. Et je pensais au Murat début des années 90, sur Chez Yann Automne ou Dolores, qui sont deux disques que j'avais écoutés quand j'avais 10, 11, 12 ans, quoi, au moment où ils étaient sortis. Et j'ai toujours travaillé avec beaucoup de sons acoustiques dans mes disques, des cordes, des cuivres, des choses comme ça. Et là, j'avais envie de sonorités un peu plus synthétiques, un peu plus... un peu moins acoustique, quoi. Et du coup, il y a vraiment ces disques-là qui sont revenus à ma mémoire. Je me suis dit, tiens, finalement, il y a des chanteurs français que j'aime qui ont abordé ces choses-là il y a longtemps aussi et qui font écho là, quoi. Et alors, pourquoi Providence ? En fait, c'est un peu c'est une chanson qui s'appelle Providence, qui est la chanson 2 du disque, et qui a été un peu... je cherchais vraiment la clé. J'ai beaucoup produit, beaucoup écrit sur ce disque-là, et sans trouver vraiment la lumière tout de suite. C'était un disque assez touffu, assez dense, et je pense que c'est assez représentatif de pas mal d'étapes de travail, de tous les disques précédents, mais celui-là précisément aussi. C'est qu'à un moment donné, je cherchais vraiment la lumière pour arriver à qu'est-ce qui fait que le moment où le disque va être terminé, le moment où les chansons vont se mettre à résonner entre elles, etc. Et il y a vraiment ce titre-là qui est apparu et qui m'a semblé régler le compte et faire le lien entre tout ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire un disque assez à la fois sombre dans les thématiques et plutôt lumineux dans les traitements, comme une espèce de porte ouverte sur quelque chose d'un peu plus positif que tout ce qui était en jeu dans le disque. Voilà. En ce moment, c'est une vraie bouffée d'air. Donc merci d'ouvrir cette émission. On était ravis de t'avoir avec ce beau titre Monarchie dans l'album Providence, disponible depuis janvier, et on espère te voir bientôt en salle. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Karine, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On est très content de vous recevoir en ces temps où les salles sont fermées, de pouvoir continuer à discuter de cinéma dans un cinéma. C'est un honneur de vous avoir. Et j'aimerais qu'on commence ces discussions par un extrait pour tout de suite entrer dans l'écran et dans le vif du sujet avec un extrait de Tati Daniel. Alors, j'étais ravissante. Alors justement, c'est un extrait où en revoyant le film, je ne vous ai pas tout de suite reconnu. Et effectivement, vous êtes tellement maquillée, vous êtes tellement... Mais je trouve l'anecdote du casting de ce film assez rigolote et je me disais que ça pourrait être bien d'en parler parce que quand vous rencontrez Étienne, le réalisateur, il vous dit assez rapidement que vous ne correspondez pas au rôle. Mais il vous propose... En fait, j'ai à ce moment-là le parcours de la jeune comédienne qui arrive de province, qui ne sait pas, qui n'a pas les règles, qui n'a pas les codes, qui n'a pas de piston, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Donc je cours les castings, les castings dont j'entends parler, c'est par des copains, il y a des gens qui aident les jeunes comédiens quand ils débutent.
qui ont des petites agences, qui font des pubs, des films institutionnels qui te permettent de survivre comme ça. Et j'apprends que Étienne Châtilliez, qui à ce moment-là a quand même fait La vie est un long fleuve tranquille, qui est un film majeur dans le cinéma français, parce qu'il a fait un raz-de-marée, il a eu un succès incroyable. Et vraiment, il arrive avec un ton très nouveau et c'est extrêmement drôle. Fait son deuxième film qui s'appelle Tati Daniel. Donc pour n'importe qui, tu fais « Waouh, si je pouvais avoir même juste une demi-journée ». Et j'apprends qu'il fait un casting et j'essaie, j'appelle le directeur de casting. Bref, comment je me retrouve là-dessus? Il se trouve que j'arrive à le rencontrer. Donc je pense que je vais rencontrer son directeur de casting, mais finalement c'est lui que je rencontre avec son directeur de casting. Il me voit arriver et il me dit « Mais tu ne corresponds pas du tout. Pas du tout à ce que je cherche, etc. » Mais bon, comme il est très sympathique, Étienne, on discute quand même 5 minutes. Il me dit « Mais t'es quand même marrante, t'as une personnalité, t'es sympathique. Écoute, ce que je te propose, comme il y a... » Ah oui, pourquoi je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré parce que c'était au mois d'août et qu'il voulait rencontrer plein d'acteurs et que tout le monde était en vacances. Moi, évidemment, je n'étais pas en vacances parce que j'allais jamais en vacances, j'avais pas de fric pour partir en vacances. Donc j'étais là au mois d'août, donc il s'est dit, bon, bah, je la connais pas, un petit visage sympathique, bah, je vais la rencontrer. Donc il me rencontre, il me dit, tu ne corresponds pas du tout. Mais il dit, mais comme je suis au mois d'août, il n'y a aucun acteur qui est là, je passe des journées entières de casting à voir personne. Il me dit, je vais quand même te faire passer des essais parce que moi j'ai toujours besoin de chair fraîche comme ça pour mes pubs, parce qu'il faisait des pubs Eram et tout ça. Il dit, comme ça, j'étais dans ma banque de données. Ben, je lui dis, bon, bah, d'accord. Donc, on a rendez-vous la semaine d'après pour passer le casting. Et je lui dis, bah, mais je vais passer le casting avec les scènes du film. Il me dit, bah oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ben, je dis, d'accord. Je dis, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu du personnage et tout ça? Donc, il me parle un peu du personnage. Il me dit, bah, c'est une esthéticienne, c'est la caricature de l'esthéticienne, très maquillée, très comme ça, très pépette, très girly, mais girly esthéticienne. Oui. Institutionnelle aussi. Et du coup, bon, bah, j'ai rendez-vous la semaine d'après, je me suis déguisée. Je suis allée prendre un pull Annie Blade de la mère d'une copine avec plein de comme ça, un peu années 80, super épaulée. Je me suis maquillée comme une voiture volée. Et voilà. Alors, ce qui était très drôle, c'est que je prends le métro et que je vois que je me fais vraiment draguer un peu par plein de gens qui ne me draguent jamais d'habitude, en fait. Alors, je me suis dit, ah, mais alors j'ai vraiment changé de registre. Enfin, draguer, on s'entend, un peu maté, un peu comme ça. Je me dis, ah tiens, c'est drôle. Et donc j'arrive là-bas, j'attends, je dis bonjour, voilà, je viens pour le casting d'Étienne Châtilliez, d'accord. Donc je suis assise et puis je le vois passer plusieurs fois, j'ose pas lui dire bonjour, je suis là. Puis à un moment donné, il passe, il dit, mais enfin c'est quand même incroyable, quand même, ça fait 3 quarts d'heure que j'attends quoi sur mon truc. C'est quand même incroyable, comme ça je vois qu'il... Mais je dis, est-ce que c'est à cause de... Et là, il me voit et il ne me reconnaît pas. Je lui dis, c'est moi qui suis venue la semaine dernière et tout. Il me dit, mais ça alors? Mais il me dit, mais ça fait longtemps que tu es là. Mais je dis, mais ça fait 3 quarts d'heure. Il me dit, bah oui, je t'ai vu, mais je t'ai pas du tout reconnu. Donc déjà, il se dit, tiens, la fille, carrément, je la reconnais pas du tout. Et je passe les essais donc avec son directeur de casting, qui était un grand directeur de casting, qui s'appelait Romain Brémond. Et lui... Et ils me filment, ils me font faire les scènes et tout, et lui n'arrête pas de se retourner. Je me dis, tu vas me trouver vraiment très nulle. Et puis à la fin des essais, comme ça, je le vois, il se retourne et il est en larmes tellement il rigole. Et j'ai eu le film. Et j'ai eu le rôle qui n'était pas du tout pour moi a priori. Et ça, c'est... En fait, après, le truc que je me suis dit, parce que je ramais un peu pour avoir des rôles, c'était mon premier rôle de cinéma que j'obtenais. Et je me disais, mais j'ai passé tellement de casting avec des gens, mais tellement ringards. Hein. Et je me disais, mais au fond, c'est comme dans la vie, en fait. Qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire, c'est une question presque vibratoire. C'est-à-dire que je passais des castings, je m'épuisais avec des gars qui me lisaient les lignes de la main pour savoir s'ils allaient me donner le rôle et tous ces trucs-là où je me disais, mais chez qui on est, qu'on est chez les dingues. Et puis d'un seul coup, j'ai trouvé beaucoup plus simple
d'être choisie par des gens qui me ressemblaient. Je ne veux pas dire par là que ce qui me ressemblait, c'était forcément le haut du panier. Je veux dire que ce qui me ressemblait, c'était ce qui me ressemblait. Moi, j'avais jamais rien fait, j'avais 24 ans, je débarquais, j'étais provinciale, j'avais pas les codes, j'étais un peu bébête, un peu naïve à certains endroits, mais d'un point de vue de l'énergie créatrice, ou d'un point de vue du travail, ou de mon intelligence... de ma sensibilité et de mon intelligence, en fait, il y a des gens auxquels tu corresponds, il y a des gens auxquels tu corresponds pas. Et ça sert à rien de s'épuiser et de s'époumoner à essayer de plaire à des gens qui, au fond, sont pas à ton niveau. C'est pas que tu sois plus au-dessus ou en dessous, c'est juste des espèces de rencontres un peu quasi vibratoires, en fait. C'est ce que t'aimes, c'est comment tu vois la vie, c'est ce qui te fait rire, c'est ce qui te fait ricaner. Et des fois, tu t'épuises à essayer de plaire à des gens qui, au fond... sont trop loin de toi et inversement. Donc, je crois que là où ça marche, c'est là où ça te ressemble. Et maintenant, lorsque vous propose des rôles maintenant, c'est plus du tout des essais, est-ce que c'est ce que vous cherchez d'abord, avoir cette relation-là avec le cinéaste, au-delà du scénario? Mais en fait, j'ai pu avoir dans des films des relations assez conflictuelles avec des metteurs en scène, par exemple, mais parce que je pense que je faisais passer mon raisonnement avant mon ressenti. C'est-à-dire, j'étais flattée que ce metteur en scène me propose ce rôle-là, ou j'étais flattée par le rôle, donc le metteur en scène pour lequel j'avais peu d'a priori, j'acceptais forcément. Je donnais moins d'importance à mon oui qu'à mon non, c'est-à-dire que je disais plus facilement oui que non. Mais pourquoi, en fait? Il faut donner autant d'importance à son non qu'à son oui, je pense. Et du coup, comme j'ai eu 3 fois de suite, enfin, il y a 3 films qui se sont passés à la suite, qui se sont pas bien passés, où je me suis pas entendue avec les metteurs en scène. Et je me suis dit, bon, bah ça, c'est suffisamment fort pour que je m'interroge là-dessus. Parce que moi, je n'aime pas du tout le conflit. Je ne le refuse pas, mais je ne l'aime pas. Ça me coupe l'envie, je travaille moins bien, je me sens moins libre, ça m'enrage, ça m'épuise, ça m'envahit, je n'aime pas. Et donc je me suis dit, ces 3 expériences à la suite qui se passent mal m'obligent à m'interroger sur mon rapport à ça et ma part de responsabilité là-dedans. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que je choisissais pas bien les gens avec qui je travaillais. Je vais dire les hommes, n'importe quoi. Mais je choisissais pas bien, parce qu'il y avait une femme. Dans ces 3 expériences, il y avait 2 hommes et une femme. Et je me suis dit, je ne choisis pas bien, en fait. Il y a quelque chose où je ne suis pas au bon endroit et où il faut peut-être que j'ose dire non, même si le rôle est flatteur, mais si je sens que cette personne, je ne vais pas m'entendre avec, il ne faut pas que j'y aille, en fait. Et c'était d'une certaine façon un manque d'estime de moi, c'est-à-dire que je me disais, mais de quel droit, moi, je peux refuser un rôle pareil, de quel droit, moi, je peux refuser à ce metteur en scène illustre un rôle. Mais finalement, c'est comme dans la vie, je trouve qu'il y a des gens qui nous conviennent, et il y a des gens qui ne nous conviennent pas. Et souvent, c'est l'ego, c'est la volonté, c'est l'image qu'on se fait de soi ou de l'autre qui nous impose d'accepter quelque chose qui finalement ne nous correspond pas et dont on a les signes très très vite. Hein. Donc, mon instrument de travail étant moi-même, travailler comme actrice, c'est travailler comme individu aussi. Et aiguiser mes couteaux, c'est me comprendre davantage, c'est avoir davantage confiance en moi, davantage d'estime de moi, et donc pouvoir aborder les choses avec beaucoup d'humilité, mais avec la conscience profonde de ce que je suis. Et comme ça, tu fais du bon travail, c'est-à-dire que tu es sur la même longueur d'onde que l'autre. Il va pas venir te dire tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Il y a un espace de travail où on va pouvoir créer, collaborer ensemble, et cet espace de travail fera que si je dis j'aime pas cette phrase, il se sentira pas menacé dans ce qu'il est, et l'inverse est valable également. Et j'aime ça, pouvoir collaborer avec des gens et qu'on ait, voilà, chacun est qui il est,
mais il y a un espace de travail entre nous où on peut malaxer la matière et créer, et discuter, et dire j'aime pas cette phrase, et lui dit mais moi je voudrais que tu dises cette phrase parce que voilà ce que j'y pense, ah d'accord, je comprends mieux, ok je vais essayer, mais voilà que sinon ça peut tout de suite être très viscéral, hein, ça peut... tu dis à un metteur en scène j'aime pas cette phrase, et il pense que tu lui dis j'aime pas, tu comptes pas, je trouve que c'est nul ce que tu as écrit, tout ça, et bon, faut pouvoir être libre de communiquer, quoi. C'est ça que vous attendez sur un plateau d'un cinéaste? Ouais. Moi, je dois pouvoir collaborer. Si on me dit tu fermes ta gueule, tu te mets là et tu fais ce que je te demande, alors moi, je deviens hooligan, quoi. Non, c'est impossible pour moi. C'est trop d'autorité, c'est trop d'autorité, c'est trop... J'aime pas qu'on soit paternaliste non plus. J'aime pas qu'on me dise, ma petite cocotte, arrête de te poser des questions. Mais toi, là, fais-moi confiance, tu vas voir, je vais faire ça. J'aime pas non plus, hein. Moi, j'ai été élevée et j'ai grandi trop seule pour aujourd'hui supporter soit l'autorité, soit le paternalisme, surtout dans mon travail. Moi, j'ai besoin de collaborer. C'est pas pour ça que je veux le pouvoir. Le pouvoir ne m'intéresse pas. J'ai pas du tout envie de prendre le pouvoir sur un plateau. Je trouve que le metteur en scène doit garder le pouvoir. Mais je veux avoir le droit de dire je comprends pas pourquoi tu me fais jouer ça, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire en disant cette phrase, que cette phrase est un peu dissonante pour moi, ou dire voilà, j'ai pensé que dans cette scène je pouvais apporter ça, ça m'intéresse pour mon personnage d'apporter ça, et que ce soit accueilli ou non, mais en tout cas que ma proposition puisse être accueillie, quoi. C'est très important pour moi. Vous dites avoir grandi assez seul, et dans l'extrait qu'on vient de voir, on a un mot que j'aimerais rapporter à votre enfance qui est maison de retraite, parce que vous avez récemment donné un entretien où vous avez dit avoir grandi dans une maison de retraite, entre guillemets, parce que ce sont vos grands-parents qui vous ont élevé. Et donc dans cette période de solitude, est-ce que ça a été l'occasion justement d'approfondir votre cinéphilie, ou en tout cas de la constituer? Alors, non, pas du tout. En fait, moi, quand j'étais enfant, effectivement, j'ai eu l'impression de grandir dans une maison de retraite. J'étais entourée que de vieux. Et j'aime beaucoup ça, hein. Je connais bien les personnes âgées, je sais exactement... Enfin, je veux dire, c'est mon sillon, quoi. Je sais pas comment dire. Je suis soignante, moi. C'est-à-dire, j'ai soigné mes grands-parents, je les ai tenus debout, je les ai tenus alertes, j'ai fait leurs cours, je les ai aidés, j'aurais fait des massages, j'aurais soigné les pieds, je sais pas comment dire, c'est mon karma en fait. Parce que enfant, toute petite, j'ai fait ça en fait. Et j'étais entourée tout le temps de personnes âgées, vraiment âgées. Donc ça m'habite et ça m'appartient. Et quand à l'adolescence, à Rouen, j'ai rencontré une de mes meilleures amies et qu'elle m'a fait découvrir le cinéma d'art et d'essai, et tout ça. Alors là, j'ai eu l'impression que je découvrais une oasis en ayant marché pendant des années dans le désert, quoi. J'ai été tout le temps au cinéma, j'ai demandé tous mes cadeaux, c'était des places de cinéma, des places de théâtre. Je me suis jetée à corps perdu dans le cinéma américain, français, des années 70, des années 80. C'était merveilleux, j'ai eu l'impression de revivre. Donc ça, j'ai fait beaucoup. Et puis quand je suis arrivée à Paris, quand j'avais 17 ans, aussi beaucoup. Je me privais de manger pour pouvoir aller au cinéma. Donc j'ai vraiment beaucoup fait ça, tout le patrimoine. Et maintenant, je fais plus vraiment avec Canal+. Je peux voir des classiques, j'aime bien, mais je fais plus trop ça en fait. Et là, le confinement, non. Le confinement, ça m'a pas. Je regarde des séries, j'aime beaucoup les documentaires, mais en fait, je sais pas, je manque toujours de temps, j'ai tout le temps des trucs à faire. Je range tout le temps chez moi, mais c'est tout le temps le bordel. Je vois des copines, je sais pas. Je suis hyper active, moi, en fait. Donc, même en confinement, je sais pas, je mouline. En premier grand coup de cœur, il y a Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. C'est donc un premier choc cinématographique, celui qui enclenche, pour vous citer, la machine à fantasmes. Exact. En fait, je suis petite fille, et puis avec mes grands-parents, donc il y a vraiment les 3 chaînes, hein, 1, 2, 3. Mes grands-parents, ils regardent que des films de vieux.
Donc, moi, ma culture, c'est quand même Luis Mariano, Annie Cordy, qui chantait aussi. Hein. C'est tout, voilà, c'est tout ça. C'est les films de KPDP, Le Bossu, Jean Marais. On ne peut pas dire que ce soit super moderne, hein, c'est pas les valseuses. Hein. Et donc déjà, petite, je m'ennuie un peu. Je m'ennuie un peu à voir ces films de KPDP où la fille est toujours un peu une potiche, joliment habillée, et qui fait tourner les têtes. Déjà, petite fille, j'ai conscience que, waouh, c'est un peu rasoir ces femmes, ces rôles de femmes. Je suis déjà un peu féministe dans l'âme, mais j'ai 8 ans, hein, 9 ans. Et un jour, on regarde Notre-Dame de Paris, et je suis étranglée d'émotion. Mais étranglée d'émotion, pas par Gina Lollobrigida, qui avec sa grande jupe passe au milieu des pauvres. Hein. Je suis vraiment étranglée d'émotion par Anthony Quinn, qui est ce monstre dont personne ne voit les qualités humaines qui sont à l'intérieur de lui et qui hurle sa douleur comme ça du haut de Notre-Dame et qui est vraiment pourchassé pour sa laideur. Ça m'a tellement... Mais encore aujourd'hui, je pourrais en pleurer tellement je suis connectée avec l'émotion que ça a suscité chez moi. Et ça m'a vraiment... Ça a explosé les murs de ma vie. Et il s'est passé quelque chose pour moi, c'est que je me suis dit, moi, dans ma vie, je veux faire ça. Je veux faire ce qu'il fait, lui. Et vraiment, ça m'a... Mais je ne sais pas combien d'années. J'ai mouliné autour d'Anthony Quinn. D'abord, j'avais 9 ans, donc... pendant, je sais pas, au moins 2-3 ans, j'ai joué. Dès que j'étais seule dans ma chambre, j'étais là, je sais pas, je jouais, j'étais toute seule, j'étais Anthony Quinn. Je sais pas, ça m'a... Après, je me suis dit, j'ai fait l'analyse, je me suis dit, mais au fond, est-ce que je ne me suis pas totalement identifiée à lui parce que je me sentais lui, en fait? C'est la réponse que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis dit... C'était un homme, j'étais une petite fille. Il était monstrueux physiquement alors que j'étais vraiment une petite fille blonde, ravissante. Mais je pense qu'au fond, je me vivais comme ça. C'est-à-dire que abandonnée par mes parents, sans doute monstrueuse et pas suffisamment chouette pour être gardée par mes parents, en fait. Et donc, je devais dans mon intimité, me vivre effectivement comme... monstrueuse et je devais me vivre aussi comme ayant tellement d'émotions à partager, tellement d'amour à donner, tellement de sensibilité qui en fait n'était jamais accueillie par personne. Et je pense que, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que Anthony Quinn parlait très profondément de moi. Et que ça m'a ravagée, que ça m'a mis sur une voie, sur un chemin qui était que moi, je voulais faire ça, c'est-à-dire que moi, je voulais être actrice pour pouvoir exprimer des émotions, parce qu'à l'intérieur, j'étais complètement enfermée avec des émotions qui grandissaient, qui étaient de plus en plus fortes et que je n'avais pas le droit de dire, en fait. Et c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui, que j'aurais pas été capable de faire il y a 20 ans, mais que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est marrant comme les vocations ou les destinées s'impriment de façon hyper personnelle, je crois. Je pense que pour tous les acteurs, d'abord, t'es pas acteur parce que tu te trouves tellement génial. Je pense que t'es acteur parce que justement, tu ne te trouves à ce point pas génial. Je pense que c'est transcender une sorte de honte aussi, pour les hommes comme pour les femmes, c'est-à-dire je ne devrais pas être là, je ne devrais pas être devant tout le monde qui m'admire et qui se dit comme elle est chouette cette fille, comme elle est belle, comme elle est canon. Tu n'as pas le droit en fait, mais tu le fais. Tu le fais parce que justement tu as honte et que tu n'as pas le droit. Je pense que c'est des trucs comme ça. Donc le narcissisme de l'acteur en fait est souvent nourri par une honte et par l'idée que normalement ça n'aurait jamais dû être son karma. Une autre grande figure qui est moins monstrueuse cette fois, c'est Katharine Hepburn, que vous avez beaucoup aimée jeune. Mais donc vous dites avoir une grande beauté, mais justement de pas forcément jouer là-dessus.
Alors j'avais déjà cette personnalité, mais je pense moi que quand t'es pas trop domestiqué, comme ça a été mon cas, je pense que t'es enfant, tu es très ce que t'es après en fait. Je pense que tu nais, après t'as un facteur éducatif et culturel qui imprime beaucoup de choses, mais je pense quand même que la matrice de base, elle est là. Donc moi, comme j'ai pas été tellement élevée, j'ai très connecté avec mon impolitesse, ma colère, ma fureur, mon énergie, le fait que voilà, que je sois un peu difficile à canaliser, en même temps très gentille. Du coup, je ne me retrouvais pas dans les femmes. Je ne me retrouvais pas dans les femmes qu'on représentait. Parce que soit elles étaient moches et très rigolotes, soit elles étaient vieilles et ronchons, soit elles étaient belles et rasoirs. Hein, et je les trouvais rasoirs, intenses, comme ça, des mines, quoi. Ouf, ouf. Et moi, je me disais, waouh! Et moi, j'étais une petite fille, mais moi je sentais que je pouvais être jolie et vachement drôle. Moi, je faisais vachement rire mes amis, mais en même temps, ça m'empêchait pas d'avoir... dès que j'avais une petite target sur un gars, bon, en fait, ça marchait. Donc, j'étais pas si moche, je pouvais plaire, mais je faisais vraiment rigoler aussi. Donc, je me voyais pas représentée. Et celle que je me suis dit, ah, enfin, une fille comme ça. Et c'était Katharine Hepburn. C'est-à-dire que moi, je dévorais tous les films de Katharine Hepburn parce que je trouvais qu'à la fois, elle était très belle, mais elle correspondait pas non plus tout à fait au canon hollywoodien. Elle n'était pas surapprêtée, avec des robes comme ça. Elle sortait en pantalon, elle fumait des cigarettes, elle fumait le cigare. Elle avait des chignons comme ça. Je la trouvais ravissantissime. J'adorais sa tête. Je trouvais qu'elle jouait super bien et qu'elle était très drôle. Donc je me suis dit, ah, donc c'est quand même possible. Et à partir de là, c'est vrai qu'elle, en plus, j'ai un peu suivi sa vie. Elle était la maîtresse de Spencer Tracy, qui lui, en bon cateau, voulait rester avec sa femme. Mais c'était sa maîtresse attitrée, tout ça. Donc je me disais que c'était une femme libre, en fait, pour son époque, 1940 et tout ça. Je me disais, waouh, elle est tough, la fille, quoi. Elle est tough, elle est absolument dans une industrie du cinéma qui oblige les femmes à être formatées. Et elle arrive non seulement à être majeure dans cette industrie du cinéma, mais elle impose quelque chose d'elle. Donc là aussi, je me suis retrouvée dans cette femme. Et je me suis dit, mais c'est la seule à laquelle je me sentirais de ressembler, en fait. Pourtant, j'étais jeune fille, j'avais 15 ans, 20 ans, j'avais envie d'être actrice, mais j'avais envie, si j'étais une femme, d'être cette actrice-là, qui ose dire, mais non, moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Non, j'ai envie d'être moi-même, en fait. Et je pense que je peux être moi-même et apporter quelque chose en étant moi-même, mais pas comme on me dit que je dois être. Parce qu'autrement, si vous n'auriez pas été actrice, vous auriez été acteur, c'est ce que vous avez déjà dit. Mais ouais, mais parce que franchement, les acteurs avaient beaucoup plus de latitude que les actrices. Ils avaient le droit d'être voyous, ils avaient le droit d'être curés sur le film d'après, ils avaient le droit d'être beaux, ils avaient le droit d'être vieux, ils avaient le droit d'être moches, ils avaient tous les droits en fait, les acteurs. Hein? Ils avaient le droit d'être bossus. Ils avaient le droit d'être bossus, ils avaient le droit de conduire des bagnoles, et les actrices à cette époque-là, c'était pas le cas. Mais, encore une fois, ça suit le mouvement de la société, c'est-à-dire que on en est encore là. Heureusement, des actrices comme Catherine Deneuve, elles ouvrent grand la porte. C'est-à-dire que Catherine Deneuve, elle a 70 ans, elle peut encore coucher en fumant des clopes avec un mec de 30 ans de moins qu'elle. Je veux dire, merci Catherine Deneuve. Sinon, c'est quoi notre karma? C'est que moi, à mon âge, je dois être bien contente d'avoir un partenaire de 70 ans. T'es gentil, mais non, en fait. Donc, en fait, les femmes comme Catherine Deneuve, elles ont vraiment rendu encore très sexuées des femmes plus âgées. Et moi, j'ambitionne de ça, en fait. J'ai envie d'être sexuée très longtemps. J'ai pas envie d'être une femme qui sert la soupe à son fils qui a le premier rôle et moi je suis une mère confiture ou alors j'attends derrière la fenêtre en m'inquiétant du retour de mon fils. J'ai pas du tout envie de ça, moi. Hein. J'ai pas du tout envie de ça pour moi. Mais les hommes ne se soucient pas de ça et les actrices peuvent se soucier de ça. Mais je pense qu'il y a quand même une mutation de la société qui fait que les femmes réclament les mêmes droits que les hommes et à juste titre, et que
bah, les rôles vont aussi dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a des hommes, je sais de qui je parle, qui écrivent des rôles sublimes pour des femmes d'un certain âge. Et ça, merci, quoi. Parce que c'est assez nouveau quand même. Et voilà, est-ce que je répondais à une question? Je sais plus, je me suis perdue. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai bien répondu. Et en autre monstre aussi, il me semble que Elephant Man était une... Ah, Elephant Man, moi, Elephant Man, je chiale. Mais pareil, je pense que la figure du monstre parle de moi, intimement, profondément. Et voilà, ce monstre, la scène de... Vraiment, je vous intime... Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est somptueux. Et la scène où il prend le thé, moi, je peux même pas en parler parce qu'à chaque fois ça me fait pleurer, quoi. Il est invité à prendre le thé par le docteur et cette femme est là et il boit dans une tasse en porcelaine de Chine et il pleure parce qu'il dit c'est la première fois que derrière le monstre on voit l'homme que je peux être et tout ça me fait tellement pleurer. C'est horrible, mais je peux pleurer là, c'est horrible. Mais je pense que ça parle de moi, quoi. Je ne sais pas à quel endroit, mais c'est tellement fort chez moi que, je sais pas, c'est marrant. Dans La Belle et la Bête, vous auriez joué la bête. Ah ouais. Ah oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, les princesses, ça ne m'a jamais intéressée. Mais même enfant, ça ne m'a jamais intéressée. Moi, je préférais, dans les 101 Dalmatiens, je sais pas, j'ai toujours trouvé que la princesse... Elle obéissait à tellement de dictates. Elle devait sentir bon, être toujours parfaite et tout. Je me suis toujours dit, c'est rasoir en fait d'être là. Parce que tu es obligée de beaucoup de choses. Je les plains, moi, les princesses, en fait. Parce qu'elles obéissent à tellement d'injonctions. Je préfère être la sœur rebelle de la princesse. Je préfère être la sœur de comment elle s'appelle, la reine d'Angleterre, là. C'est pas mal dans... Vous savez ce qui... Oui, dans... J'ai pas vu. Alors même si vous parlez de The Crown, non? The Crown. The Crown, j'ai ouais. pas Je connais pas trop. Ah, la sœur, j'aime bien elle est top. Stéphanie de Monaco, mais Ouais. c'est tout ce que je connais. Voilà. Ça va, Félix? C'est bon? Ça te plaît? Ah, c'est super bon, merci. Ah, au fait, j'ai oublié de te féliciter pour le CNRS. Bah, merci. Dans son secteur, ils en prennent que 7 par an. Oh là là, tes parents doivent être très fiers, hein. En plus, t'es vraiment beau garçon, hein. Tu dois avoir beaucoup de succès, non? Si je te sers un peu de vin? Mathilde? Non, non, pas pour moi, j'ai mon audition demain. Oh, ça va, pour une fois. Juste un peu. Voilà. Oh, c'est Sébastien. Il dit quoi? Ben, il veut me revoir. Bah, quand même, hein. J'ai dû un peu lui plaire. Bah, évidemment. Je fais quoi? Je réponds tout de suite? Félix, toi, une fille te répondrait tout de suite. Tu trouverais pas que ça fait trop désespéré? Je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez. Ok, je réponds tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite à dîner demain soir? Non? Ouais, bonne idée. Ça fait pas trop? Pas trop direct? Non? Ok. Et je termine par quoi? Je t'embrasse? Non? Ah bah, je veux pas mettre bisous. Ah, quel stress, maman. Il me plaît. Alors oui, je stresse. Je t'embrasse, là, c'est très bien. C'est bien? Ok. Allez, je t'embrasse. Et hop, j'envoie. Ah. C'est fou, hein, comme c'est compliqué maintenant. En plus, je vais être là, à attendre, comme une idiote, rivée à mon téléphone. Moi, je l'imagine très bien. Hein. Il va pas répondre tout de suite, hein. Il doit jouer au mec disponible, mais pas trop quand même. Bah, il m'a répondu. Eh ben, c'est ok, il vient manger demain soir. Bon, bah, tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Bah, c'est facile pour vous, hein. Vous êtes amoureux. Mais moi... C'est papa, je le prends. C'est ton rival, hein. Son père, c'est l'amour de sa vie. Ah, je sais. Remarque, je dis ça. Moi, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça, hein. Elle est très amoureuse. Moi aussi, je suis très amoureux. Ça me change. Elle papillonne tellement d'habitude. Oh là là, un garçon par-ci, un garçon par-là. Franchement, ça me fait du bien qu'elle se soit stabilisée. Elle se lâche tellement vite d'habitude. Ah bon? Mais elle avait eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté, hein. Vous dites que la malveillance et l'ambivalence, c'est votre fonds de commerce. Mais oui, absolument. Alors, la malveillance, non, mais l'ambivalence, c'est-à-dire que il n'y a rien qui me passionne plus, moi, que quand c'est pas manichéen. Que quand c'est pas les gentilles et les méchantes.
il est beau, il est moche, il est intéressant, il est pas intéressant. Je trouve qu'on est tous constitués de flux contradictoires, que ce qui fait la richesse d'une personnalité, ben c'est ses ambivalences. Et par exemple, j'ai l'habitude de prendre comme exemple que si par exemple tu joues quelqu'un de timide et que tu joues tout le film comme ça n'a aucun intérêt parce qu'on sait que les timides sont capables des plus grandes audaces. Donc, voir un personnage ou une personne dans sa globalité, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la subtilité. Et l'ambivalence fait partie de ce panier de subtilité que j'aime associer à un personnage. Donc, après la malveillance, la méchanceté, tout ça, non, pas du tout. C'est pas... Elle est quand même pas très bienveillante, là. Ah, mais elle est tout à fait... Elle est déplacée, elle est malveillante, elle est mal dans sa peau, elle arrose son malaise sur les autres, jalouse de sa fille, mais en même temps le sentant, mais se le disant pas. Il y a plein de choses, en fait, dans cette scène que j'adore. Parce qu'elle est assez odieuse, et en même temps, tu ne cesses de voir son propre désespoir, en fait. Tu te dis, mais si elle avait un mec, si elle était un peu... sans doute, elle ne serait pas cette femme-là. Donc, à la fois, je l'excuse et en même temps, je la condamne parce que j'y vais vraiment... Wham. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de défendre un personnage que de l'assumer totalement. Et ça, je le fais sans problème. Et pour vous, un scénario, c'est une partition. Alors, comment trouvez-vous la note? C'est justement comme ça? Alors, déjà, je comprends où je suis. C'est-à-dire, je comprends ce qui anime le metteur en scène. Et ça, c'est et instinctif, et réfléchi, et ma maturité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un metteur en scène me propose son rôle, me propose son film, je le rencontre, et comme je le vois me parler du film, du rôle, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de ce qui est important pour lui, je saisis tout de suite à quel endroit je dois être, en fait. Donc, si c'est, par exemple, quelqu'un qui va vouloir quelque chose de très formel, moi, l'image, c'est ça qui m'intéresse, et puis je veux que ça se passe comme ça, et puis... Donc, je vais voir que c'est quelqu'un qui, en fait, va vraiment travailler l'image. Et moi, je me dis à ce moment-là, donc... Il a écrit ça, c'est bien ficelé, mais moi, il va falloir que je nourrisse vraiment en profondeur mon personnage. Parce que vraisemblablement, lui ou elle va me parler en termes d'image. Et moi, il faut que je mette du sentiment et du sens là-dedans. Soit à l'inverse, il y a des gens qui vont dire, moi, il n'y a que les acteurs qui m'intéressent, le reste, je m'en fous. Donc là, je me dis, il va falloir qu'à chaque fois que je remplisse mon personnage d'idées nouvelles ou de sensations, je lui en fasse part pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, pour qu'il ne se sente pas, il ou elle, hein, je dis il parce que c'est plus simple, mais pour qu'il ne se sente pas, non, mais ce n'était pas du tout le personnage auquel je pensais. Donc déjà, il y a ça dans mon appréhension du travail, je fais en fonction de ce que je sens du metteur en scène. Et puis après, il y a une chose que je trouve toujours assez... intéressante pour moi, c'est que l'histoire raconte quelque chose et moi je raconte autre chose. C'est-à-dire que pour Jalouse, par exemple, le film s'appelle Jalouse, ça raconte l'histoire d'une femme jalouse. Et ben moi je ne l'ai jamais joué en fait. Je n'ai jamais joué ça. Je n'ai jamais joué le sentiment de jalousie. Parce que je pensais que c'était complètement assumé par le script et la façon dont ça allait être tourné. Et que si moi, je jouais en plus de ça la jalousie, ben ça s'annule en fait. C'est plus pour plus, et tout, et ben ça donne du moins au bout d'un moment. Et je me suis dit, ce qu'il faut que je joue moi, c'est une femme
qui manque d'estime, une femme qui n'a pas confiance en elle, une femme qui arrive à la cinquantaine et qui se dit c'est fini, une femme qui panique complètement en fait avec la cinquantaine, qui voit sa fille ravissante et qui se dit elle c'est dégueulasse, en fait elle a toute la vie devant elle, j'aimerais tellement être à sa place, c'est-à-dire pas le côté elle est belle et moi je suis vieille, vraiment autre chose quoi, j'aimerais bien être à sa place, plein de choses en fait mais qui n'étaient pas le sentiment de jalousie. Au final, ça devient évidemment du sentiment de jalousie, mais qui est quand même teinté de beaucoup de choses et de beaucoup d'ambivalence. Et du coup, je trouve ça plus intéressant. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que lorsque l'on vous apporte un scénario, vous l'acceptez parce qu'il est bon, il y a une nouvelle écriture de votre part sur le personnage? Ce que vous êtes en train de nous dire? Alors, c'est pas du tout une nouvelle écriture, c'est vraiment de l'interprétation. C'est vraiment de l'interprétation, c'est pour ça que par rapport à la question que vous me posiez au départ, est-ce que vous devez être collaborative, je dois avoir le droit d'interpréter. Et ça, c'est très important pour moi. Il y a des metteurs en scène que j'adore, dont j'adore le cinéma, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir des acteurs qu'ils façonnent complètement. À qui ils disent ne réfléchis pas, juste fais ça, regarde là, parle comme ça. Et je pense que ces metteurs en scène dont j'adore le cinéma ne seront pas intéressés par moi, par exemple. Parce que moi, j'ai besoin d'interpréter. J'ai besoin d'avoir une matière sur laquelle j'imprime quelque chose de moi. J'ai besoin de me raconter dans les rôles, en fait. J'ai pas besoin d'être une poupée qu'on déguise, qu'on maquille et à qui on dit on va t'adorer, je vais t'aimer tout ce film et après. Si tu fais ce que je te demande, moi je peux pas être cette poupée-là, c'est impossible. Moi j'ai besoin d'être collaborative, j'ai besoin de m'emparer d'un rôle, de le humer, de le dévorer, de le mâcher et d'en faire quelque chose. Après le metteur en scène peut me dire ça me plaît pas, je préfère que tu ailles comme ça, je veux que tu rentres, tu viennes. Et moi j'adore ça, j'adore faire ça, j'adore être dirigée. Mais j'ai besoin d'avoir le droit d'interpréter quelque chose, quoi. C'est très théâtral comme travail. Je retrouve beaucoup le travail qu'on a au théâtre aussi dans l'interprétation. Vu que les rôles sont souvent écrits, quand on joue un Tchekhov, par exemple, on interprète toujours différemment selon les mises en scène et selon les acteurs. C'est vrai que c'est très intéressant de voir ça au cinéma, ce que vous dites là. C'est rare, j'ai l'impression. C'est vrai que toutes les actrices qu'on reçoit, c'est assez rare d'entendre ce discours-là. Ah bon? Ah oui, parce que, par exemple, on recevait Fanny Ardant hier, qui nous parlait du travail du souffle. C'est comme ça qu'elle travaillait un rôle. Ouais. Elle, c'était vraiment ça. On n'était pas sur une subtilité d'interprétation du scénario, mais vraiment sur le souffle du personnage. Vous avez une définition de l'interprétation. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez même aller plus loin dans votre définition de l'interprétation? Pour moi, ça n'a pas d'autre valeur que la mienne. Ben, moi, de façon très intime, j'ai la nécessité de parler de moi, je crois. C'est-à-dire que ce travail de comédienne m'importe, mais complètement essentiel. Je pense que si je n'avais plus la possibilité de l'exercer, peut-être je resterais vivante parce que je resterais vivante pour mes enfants, mais je pense que j'aurais envie de mourir. C'est-à-dire c'est aussi viscéral que ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'exprimer. Est-ce que ça vient de mon enfance où j'ai eu le sentiment que je devais me la boucler tout le temps sur tout et que j'étais pas prise en compte? Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de dire ce que je pense. J'ai besoin... mais dans la vie, je suis comme ça. Je suis un peu intense, je suis un peu chiante. Mais si tu me dis quelque chose qui ne me convient pas, je dois le dire, en fait. Et si je suis actrice, c'est pour dire quelque chose de moi, de mon...
C'est pour dire, par exemple, dans Jalouse, ben, t'es cette femme-là, t'es au bout du rouleau, mais t'inquiète pas, cocotte, t'as 50 balais, mais c'est pas pour ça, la vie est encore longue. Tu vas être aimée, tu vas t'éclater, et que ta fille soit jolie et qu'elle parte, elle, pour sa vie, mais c'est un cadeau, réjouis-toi pour ça, mais je sais pas... C'est aussi, pour moi, aujourd'hui, avec mon statut, c'est aussi... donner une voix de femme dans notre société. Je ne vais pas révolutionner le monde non plus, mais en tout cas, si, comme je suis actrice, je peux donner à certaines femmes une plus grande liberté ou une petite perspective ou une façon de penser à elles, ben, je trouve ça bien. Et je parle de moi en choisissant ces rôles-là, en fait. Quand je choisis des rôles qui ne sont pas flatteurs, là, je viens de faire un film que j'ai adoré, qui était extrêmement dur. J'ai une perruque, j'ai les cheveux gris, je suis pas maquillée, j'ai pris un coup de bambou, mais monstrueux. C'est pas flatteur pour moi, mais je sais pas, il y a quelque chose que j'ai envie de dire à travers ce rôle, moi comme personne, et qui m'importe. Et si à un moment donné, bah, on doit se dire, waouh, Karine Viard, je la voyais pas si moche. Bon, bah tant pis en fait. Je fais confiance dans mon interprétation pour arriver à dire quelque chose de ça. Parce que c'est une femme qui veut tuer le meurtrier de son fils et qui en fait se venge, c'est-à-dire qu'elle est possédée par un désir de vengeance et que sa souffrance, en fait, c'est sa vengeance et qu'elle veut réparation de sa souffrance. Et je trouve que ça, c'est un sentiment très humain en fait. Mais que rencontrer le pardon, c'est bien plus grand et bien plus intéressant pour soi. Et c'est tout le parcours de cette femme qui finalement va rencontrer le pardon et qui, après avoir essayé de tuer, d'empoisonner le meurtrier de son fils, va finalement s'occuper de lui. C'est Kill Bill 3 C'est ça. Ben, voilà, il y a quelque chose de moi que j'ai besoin d'exprimer là-dedans. Donc interpréter, c'est incarner des émotions retenues Exact. Et rester en vie. Exact. Vous, le prolifisme dans lequel vous inscrivez, parce que vous êtes une des actrices françaises qui tourne le plus, c'est pour vraiment rester en vie, c'est votre peacemaker? Ça, mais c'est aussi que, comme je vous disais, je suis surénergique. Je pense que j'ai un... comment on dit? J'oublie toujours ce mot, mais j'ai trop d'énergie en fait. Je suis un peu... Ouais, je suis hyperactive. Je suis hyperactive, donc moi, tourner 4 films dans l'année, ça me semble assez normal. Alors qu'il y en a qui en tournent 2 et qui ont besoin de prendre sur eux. Moi, si j'en tourne 4, ça me va bien. Mais je trouve que c'est trop aussi. Hein, mais au fond, je suis hyperactive. Donc, Et quand vous tournez pas, vous vous sentez comment? Je me sens super bien. Je me sens super bien parce que j'ai plein de trucs à faire encore. Bon, là, en période de Covid, je vous avoue que je trouve que c'est très compliqué. Vraiment, je m'emmerde. J'en ai marre de ces autorisations. Vous avez compris que j'aime pas tellement la contrainte et l'ordre. Donc, à partir de 7 heures, tu dois être chez toi, tu dois te la boucler. C'est très, très, très dur pour moi. Ah non, ça va très bien. Et toi, ça va? Je crois que je te vois pas surfer sur Facebook. Et alors? Bah, je sais pas, on n'est pas censé travailler ici. T'es ma chef? Non, mais... C'est à toi que je dois rendre des comptes? C'est à toi que je dois rendre des comptes? Dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Enfin, je peux parler du travail, on n'est pas en binôme. Bah si on parle du travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois, d'accord? Et après, j'ai eu sa mère, qui est prête à se foutre une balle dans la tête. Parce que la gamine, elle se fait violer depuis plusieurs mois. Alors, si tu veux qu'on parle du travail, bah parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, si même je fais pas les choses comme toi, d'accord? Alors, tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Parce que tu viens m'emmerder. Madame s'exprime. Madame, on a gros sur la patate. Viens pas me faire chier, Iris. Je te jure, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. C'est le moment de travailler, toujours le moment de papoter. Tu vas fermer ta gueule? Tu vas fermer ta gueule ou pas? C'est compris? Je te jure, tu fermes ta gueule. Mais y a que toi qui as des affaires difficiles ou je comprends pas? Je fais que des mioles, moi? C'est bon. Arrête, c'est bon. Non mais on est un binôme, on peut parler de travail, on peut recadrer les trucs un peu. Mais d'où on est un binôme? D'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique pas du tout. Tu me dis sans arrêt ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, ce que j'ai le droit, ce dont j'ai pas le droit, ce que je fais de bien. Tu me donnes sans arrêt des notes, t'es sans arrêt dans le jugement. Alors viens pas me faire chier et viens pas me donner des leçons, c'est compris? Ah bah dis
donc. Comme ça que tu me remercies d'avoir passé des heures à écouter des doléances et tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste, je te regarde dans le cadre du boulot, je trouve que t'es à côté de la plaque, Nadine, je te le dis, c'est pas si grave. Je ne te donne pas le droit de parler de mon mec, c'est compris? À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu regardes les hommes comme si c'était de la merde. T'es incapable de donner de l'amour. J'ai honte de t'avoir écouté. Tu comprends? Ma vie de famille me manque. Mes enfants me manquent. Tu comprends? Et c'est à cause d'elle qui m'a poussé à le regarder d'une façon. Je l'aime, mon mec. Ça te fait peut-être chier. Toi, t'aimes personne. T'es sèche comme un coup de trick. Y a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde. T'as pas l'air en complète possession de tes moyens. Ah putain, viens pas sur ce terrain-là, c'est compris? Tu viens pas sur ce terrain-là à me dire ce que je dois faire parce que tu me c'est compris? Viens. Et ton mec, il s'est barré. Il aurait dû se barrer depuis plus longtemps que ça, je vais te dire. Et moi, je le plains, ton mec. Je l'ai plaint pendant des années. Tu te fais dégueuler 3 fois par jour. Tu crois que personne le sait? Mais tout le monde le sait ici. Tu te fais dégueuler toute la journée. On va la laisser parler. Maintenant, c'est fini. T'as compris? Tu me diras plus ce que je dois faire ou pas? Mais moi, je vais faire un rapport. Mais qu'est-ce que t'imagines? Fais-le tout de suite. Tu veux que je te tape? D'en bas, c'est quoi le bordel? C'est quoi le problème? C'est des problèmes d'ego, c'est ça? Les problèmes d'ego, oui, mais l'ego, c'est la dignité. Vous n'en avez pas, vous, d'ego, peut-être? Eh bien, moi, j'ai de l'ego. Ça me permet de me regarder en face. Calmez-vous, je les laisse à la maison, les problèmes d'ego, moi. C'est pas des problèmes d'ego, c'est un problème d'ego, d'accord? Taisez-vous quand je parle! Maintenant. Je te jure, tu fermes ta gueule. Vous serez séparés en septembre. Vous serez séparés en septembre. D'ici là, vous rasez les murs, hein. Ne parlez pas comme si j'étais une débile. C'est bien. Comment on prépare une scène comme ça? Bah déjà, quand tu travailles avec Maïwenn, tu prépares pas. En fait, tu prépares. Elle te donne une fiche de personnage, de personnalité, mais après, Là, on était un groupe, c'est-à-dire c'est les rapports des uns avec les autres, avec qui tu vas être plus proche. Moi, j'étais vraiment en binôme avec Marina Foïs, et donc l'essentiel de nos scènes, on les a toutes les deux. Il se trouve qu'on était assez amis à ce moment-là dans la vie, etc. Donc bon, c'était assez chouette de faire ça avec elle, mais en même temps, tu t'inscris aussi dans un groupe. Et c'était... Ouais, ça devait être plutôt vers la fin du film qu'on a fait cette scène-là. Et t'arrives le matin, t'es un peu chargé, tu te dis, il va y avoir cette scène, il faut la faire. Et en plus, c'était le matin, genre un peu au réveil. C'est dur de faire une scène comme ça à 9h30 du matin, quoi. C'est plus facile le soir, c'est un peu picolé, tu peux être un peu chaud, tu peux un peu y aller, mais en fait, ce qui est assez extraordinaire avec Maïwenn, c'est qu'elle est très animale et qu'elle sait intuitivement qui vous êtes, alors que personne ne le sait forcément. C'est-à-dire que cette rage-là, en fait, elle m'appartient totalement. Moi, je suis quelqu'un qui peut avoir une grande violence, ouais. Je la laisse peu échapper, je suis quand même très civile et tout, mais il y a des moments dans ma vie où ça part, mais de façon complètement inattendue et de façon hyper violente. Moi, je peux me battre, je me suis déjà battue plein de fois. Aujourd'hui, je pourrais encore me battre, parce que s'il y a des trucs qui me sortent de moi-même, je peux devenir dingue. Et Maïwenn, en fait, le sait. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais dit, mais elle se dit, elle fait toujours la marrante, la machin, le truc, tiens, on va la mettre là. Et elle sait que j'ai ça en moi. Donc finalement, je suis arrivée le matin, on l'a fait, 1 fois, 2 fois, elle me dit, c'est pas bien. J'ai dit, non, c'est vrai, c'est pas bien. Elle me dit, il faut que tu sois plus ceci, il faut que tu sois plus cela. J'ai dit, oui. Puis finalement, je me suis un peu chauffée. Et les 2 premières prises étaient pas bien. Et j'en ai fait 2 autres qui étaient vachement bien. Celle-ci et une autre. Enfin, ça a mixé entre 2 autres prises et puis c'était fait. Mais par contre, ce qui était marrant, c'est que bon, je fais la prise qui dure quand même très longtemps, etc. Et puis après, je suis contente, on va à la cantine, je suis contente de m'en être débarrassée et tout. Bon, très bien, on fait la journée, on fait d'autres scènes la journée et tout. Et le soir, je suis rentrée chez moi. Parfait, j'ai passé la soirée, tout ça, et je me suis couchée. Et en me couchant, j'ai senti que j'avais tout le corps, en fait, qui toute la journée,
J'avais le sang qui faisait comme ça, j'avais les jambes qui étaient pleines de fourmis. Et en fait, j'ai été comme ça toute la journée, c'est-à-dire que ça a été une telle pression pour moi. Ça a été un truc tellement intime, ça a été un mouvement d'une grande violence, d'une rage, parce qu'elle est vraiment enragée, quoi. C'est même pas de la colère, c'est au-delà. C'est de la rage. Moi, j'ai peut-être connu ça dans ma vie, je sais pas, 4 fois, cette rage-là, cette qualité de rage-là. Et au fond, c'était encore dans mon corps. Et je ne l'avais pas connecté parce qu'après, on était avec les copains, on était allés manger. Mais en fait, quand j'ai été seule dans l'intimité, dans la solitude, je me suis rendu compte que mon corps portait encore les stigmates de ça. Et moi, après chaque film, je dois aller voir un magnétiseur, un ostéopathe, parce qu'en fait, je suis complètement pétée. J'ai les muscles comme ça, je suis toute... il faut que je me lave, en fait, d'un rôle, parce que de façon très intime, il a travaillé en moi. Vraiment le corps comme instrument, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Contrôle technique. Absolument. Et quand vous dites je me chauffe avant une scène, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ben, par exemple, là, dans le dernier film où je devais tuer le gosse, j'avais vous tuez un gosse? Ouais. D'accord. Je l'empoisonne. Ouais. Il a tué mon fils. Je le retrouve parce qu'il a fait que 5 ans de prison. Je le croise au supermarché. Ça m'est tellement insupportable de penser qu'il est vivant alors que mon fils est mort que je décide de le faire venir, bon, bref, dans une petite maison, et je l'empoisonne à petit feu. Et je tue ce gosse, mais finalement, il va s'en sortir et je vais m'occuper de lui. Donc, bon rôle, bien costaud. Et on a une scène comme ça de violence. Qu'est-ce que je fais? Je cours, je saute, je respire, je respire, je m'auto-ventile un peu, je me mets à un niveau de conscience un tout petit peu différent. Je me mets à un autre niveau de conscience, ouais, absolument. Je me mets plus dans un truc qui flirte un peu avec le subconscient. Et je respire. Je me mets à un autre niveau de conscience, comme ça. Je m'épuise un peu physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, je le découvre en vous parlant, mais j'essaie de ne plus du tout être dans le contrôle. C'est-à-dire, j'essaie de ne plus du tout être dans la volonté. J'essaie de plus être avec ce que je dois prouver, si je dois être bien, ce qu'on attend de moi, la volonté, jouer en me disant « Ah, c'est pas mal ce que je fais ». J'essaie de, si la scène est vraiment très très difficile à faire, j'essaie d'enlever tout ça et d'être au plus proche de l'expression de moi-même. C'est compliqué ou pas à comprendre? Ça me fait beaucoup penser, moi, à la théorie de meilleur rôle, alors c'est dans le théâtre plutôt, mais qui parle du corps, contrairement à Stanislavski, et qui travaille le comédien comme marionnette, qui s'efforce physiquement pour après devenir complètement autre chose. Exact. Pourtant, j'ai pas lu meilleur rôle. Alors, c'est exactement ça. Et ben c'est ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense souvent que l'ego, alors ce qu'on appelle l'ego, c'est l'image qu'on a construite de soi, l'image que les autres ont de vous, ce qu'on pense devoir faire, ou c'est les valeurs, c'est la morale, c'est le jugement, c'est tout ça. Je pense que ça, c'est souvent un frein à l'expression pure de soi-même. Et quand il y a des scènes qui sont pas si dures, je peux me permettre d'être là avec mon intelligence et ma sensibilité, c'est-à-dire que j'ai vu cette scène comme ça, je la juge comme ça, je pense que ce serait intéressant d'y mettre cette subtilité, je la joue comme ça, le metteur en scène me dit c'est intéressant, mais si on allait carrément à l'inverse, je dis ah c'est intéressant, d'accord, j'essaye, voilà, tout ça, mais quand il y a une expression plus forte de rage, de colère, de trucs qui se vomit comme ça, je pense que ça doit venir d'ailleurs.
Et je me mets dans ce truc-là, c'est-à-dire que je me mets dans un état physique qui me permet, quand on dit action, de sauter dans la scène en n'ayant aucune idée de ce que je vais faire. Aucune. Je sais mon texte parfaitement, mais je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Et j'ai pas d'attente, en fait. Et en général, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de parvenir à ça. Mais quand tu parviens à ça, comme au théâtre, comme, je sais pas, quoi, dans la sexualité aussi peut-être, tu perds la conscience de ce que t'es, de ce que tu fais, et de là où t'es. C'est-à-dire que t'as waouh, je sais pas, une expression de toi qui échappe à ton contrôle. Et quand ça arrive, c'est juste tellement kiffant. Mais c'est très rare. Alors, il y a certaines scènes au cinéma qui te le permettent. Il y a des pièces au cinéma qui te le permettent, mais c'est pas tous les soirs. Et il y a quelques étreintes qui te le permettent aussi, mais pas à chaque fois. Une vraie transcendance. C'est quelque chose un peu comme ça, exactement. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que dit votre personnage à la fin de la scène? L'ego, c'est la dignité. C'était une phrase que je devais dire, que moi, personnellement, je ne... Est-ce que ça va à l'opposé de ce que vous moi, disiez je là, ne suis pas justement. d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'ego, c'est un frein à beaucoup, beaucoup de choses. Ça te... Et puis, ça te définit à un endroit où, finalement, il y a beaucoup de familial, de culturel. On a dit, toi, t'es comme ça, toi, t'es tellement généreux, toi, t'es tellement chiant, et puis tu décides que c'est toi, et ça, c'est ton ego. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant, l'ego. Non. Donc, vous nous disiez juste avant que parfois, fallait vous remettre physiquement de vos rôles, mais est-ce que psychologiquement, il vous est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir d'un rôle, ou en tout cas qui vous poursuive un peu? Pas trop. Pas trop. Pas trop, parce que comme vous le voyez, je ne me confonds jamais avec les personnages, et que je les pense et je m'en amuse. Un personnage atroce m'amuse énormément. Je ne me sens pas menacée par ce personnage. Et c'est toujours un endroit pour moi d'expérimentation, de réflexion, d'interrogation, Je peux bouger, moi, dans la vie grâce à un rôle, en fait, parce que j'ai vu les choses d'une certaine façon, et du coup, je me dis, mais voilà, pour ouvrir encore, parce que moi, je peux être dans le jugement, je peux être dans l'ego, et du coup, ça me plaît pas forcément, et parfois, voilà, je m'aide avec des personnages, donc non, c'est plutôt assez soulageant de vivre avec des personnages. Maintenant, le dernier rôle que j'ai fait, où j'étais dans la douleur, dans la rage, dans la solitude, dans le truc, je n'en pouvais plus, quoi. Je comptais les jours, je n'en pouvais plus. D'être tout le temps malheureuse, d'être tout le temps... que le film soit si sombre, pourtant je l'adore le film, hein, mais que le film soit si sombre, je n'en pouvais plus. Mais j'en suis sortie... Et dans la seconde où ça a été mon ma dernière scène, mais j'en suis sortie, mais comme ça, quoi. Immédiatement, ouais. Ah, mais immédiatement. Mais les 15 derniers jours, j'en pouvais plus. Je me posais moi une question sur une autre performance, c'est dans Paris de Clapiche, où je vous adore. Vous êtes moins présente à l'écran que dans Police, mais ça me faisait penser à cette phrase de Stanislavski qui dit « il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs ». Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le travail est le même selon que le rôle soit plus ou moins présent à l'écran ? Ou est-ce que vous travaillez ça différemment? Forcément. C'est-à-dire que, là encore, il faut savoir où tu mets les pieds. C'est-à-dire que là, moi, dans Paris, j'avais 3 jours de tournage. Et c'était un archétype. Donc l'archétype, tu ne le traites pas avec la même subtilité que quand tu as un rôle où tu es tous les jours pendant 30 jours, par exemple. Quand tu es tous les jours pendant 30 jours, tu peux mettre beaucoup de subtilité. Tu as vraiment le temps. Si par exemple ton personnage est timide,
T'as 30 jours pour montrer qu'il est timide. C'est-à-dire tu peux jouer la timidité pendant 15 jours, mais les 15 autres jours, tu peux mettre beaucoup de subtilité dans ton interprétation. Tu peux jouer absolument l'inverse de la timidité. Parce que tout ça va faire un melting pot d'un personnage extrêmement riche, avec des ambivalences, avec des subtilités, que parfois tu aimes, que parfois tu détestes, qui t'exaspèrent à certains moments et que tu trouves irrésistible à d'autres. Voilà. Quand tu as un rôle de 3 jours, c'est un coup de poing, quoi. Tu dois y aller fort. Tu peux pas commencer à mettre de subtilité. Là, c'était l'archétype de la commerçante raciste avec ses convictions, mais qui a peur qu'on ne revienne pas dans sa boulangerie, qui est toute affable, etc. Bon, ben voilà, l'archétype, tu dois l'assumer, tu le joues, et si tu le fais bien, il est réussi. Donc, c'est vraiment pas les mêmes choses qui sont en jeu, en effet. Et puis, souvent, quand tu as même pas... Là, c'était vraiment un tout petit rôle archétypal. Bon, il a beaucoup marqué, parce que... Tant mieux pour moi, mais... mais quand tu as un second rôle, juste un second rôle, tu dois voir aussi que ton personnage existe dans le film et qu'il a une fonction. Si, par exemple, dans Lolo de Julie Delpy, j'existe pour faire un contrepoint à ce qu'elle est. C'est-à-dire que moi, je suis libre, je suis affranchie, j'ai une sexualité complètement libérée, je dis que c'est exactement ce que je pense, je suis un peu ordurière, elle est pleine de scrupules, elle est empêchée, tout ça. Donc, j'ai cette fonction-là. Donc, en fait, je comprends là où je mets les pieds, c'est ça qu'on attend de moi, c'est ça ma fonction. Et dans ce canevas-là, je m'ébroue, mais je n'essaie jamais de prendre sa place. Je n'essaie jamais de faire croire que je suis le premier rôle, par exemple. Ou je suis dans mon cadre. Et ce cadre peut être extrêmement agréable, hein, très amusant. Mais le travail est tout aussi, je veux dire, sérieux et il y a une vraie recherche quand même quand vous construisez un rôle, même si c'est un petit rôle comme cette boulangère. C'est plus one shot, quoi. Ou c'est du one shot, justement, vraiment. Coup de poing, comme vous disiez. Parce que du coup, c'est du détail que vous faites, c'est du travail d'orfèvre finalement. Parce que vu qu'on la voit très peu, chacun de ses gestes sont scrutés. Oui, moi, je pars toujours du texte. Hein. Moi, franchement, j'arrive sur un tournage, je sais parfaitement mon texte et je sais parfaitement le texte de mon partenaire. C'est-à-dire que le nombre de partenaires à qui je dis « Excuse-moi, tu t'es trompé, c'est ça ta phrase » et qui me dit « Mais je comprends pas, tu veux prendre aussi mon texte ?» Je dis « Un peu, oui. » Mais en fait, oui. Mais aussi parce que de la même façon que je suis hyper active, j'ai une très grande mémoire et j'apprends vite et tout ça c'est un jeu en fait pour moi. Apprendre des textes longs comme ça, c'est vraiment un jeu. Pour moi, ça m'amuse beaucoup. Ou par exemple, quand les metteurs en scène, il y a des metteurs en scène des fois qui disent « Alors, pendant que tu dis ton texte, tu prends un verre, tu le remplis, tu fais ça, tu sors un plateau, tu prends un couteau d'ici, tu commences à couper du pain et tout. » Tous les acteurs, je les vois, ils deviennent blêmes. Ils disent « Ah putain, en même temps que je dis le texte, ah putain. » Moi, c'est comme un Rubik's Cube. C'est-à-dire, je me dis « Ah, génial, je vais avoir tout ça à faire. » Comme ça me... Je sais pas, ça m'enlève le tuyau qui serait que je serais trop en contrôle, par exemple. J'ai tellement d'actions à faire que le texte va sortir comme ça. Mais le texte, il sort comme ça si tu le sais parfaitement. Et moi, j'arrive sur un plateau, je sais mon texte sur le bout des ongles. Donc savoir un texte sur le bout des ongles, si même tu apprends très vite, c'est vraiment du travail en amont. Moi, je sais par cœur la première fois, je le repasse une deuxième fois pour le savoir par cœur une deuxième fois, et je le repasse forcément une troisième fois par cœur. Ce qui fait que je peux faire les pieds au mur, je te récite mon texte par cœur. Et du coup, comme je le sais très très bien, je commence à me balader avec. Et donc, la boulangère, en fait, j'avais quand même des grandes répliques. Et ben ça a commencé à m'amuser, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des rythmes, j'ai trouvé des gestes, j'ai trouvé presque des comment ça s'appelle,
des improvisations, je me suis beaucoup amusée. C'est comme, voilà, t'apprends à jongler, alors au début tu jongles bien comme ça, et puis tu jongles de mieux en mieux, et puis après tu te retournes et hop, tu continues à jongler, et tout le monde fait « Waouh, c'est dingue, elle a jonglé, mais elle regardait pas ses balles !» Bah oui, mais parce qu'en fait, je sais pas comment dire, tu sais bien le geste. Moi, je sais super bien le texte. Donc d'une certaine façon, je suis indéboulonnable. Et je trouve que les acteurs se mettent souvent dans une position de fragilité qui est qu'ils savent pas assez leur texte. Et moi, je ne change pas un mot du texte. Je pars toujours du texte. Si j'ai vraiment un problème, je vais voir le metteur en scène, je lui dis, bon, j'ai un problème avec cette phrase, parce que je sais pas pourquoi, ou alors, voilà. Mais sinon, je pars du principe que le texte, c'est coulé dans du marbre, quoi. et que je dois me débrouiller avec ce texte. Vous me dites si je me trompe, mais il paraît qu'il y a un rôle que vous rêvez d'interpréter, c'est celui d'un enfant. Ah, j'adorerais jouer un enfant. Ah oui, oui, j'adorerais jouer ça. J'adorerais jouer ça. Un enfant, un animal. J'aimerais bien jouer un homme aussi. Mais ce que je préférerais de tout, c'est de jouer un enfant. Mais parce que les enfants... ils ont une conscience qui est toute relative. Et c'est de l'expression pure, en fait. Et j'aimerais bien pouvoir, avec mon physique, arriver à toucher quelque chose qui appartient vraiment à l'enfance. Parce que je trouve que notre travail, c'est vraiment ça. Moi, quand je joue comme quand j'étais enfant. Alors on dirait que j'aurais 50 ans et que j'aurais une fille ravissante et que je serais prof, mais une super bonne prof. Et je ne sais pas comment dire, il y a toujours cette notion de jeu. D'ailleurs on dit jouer, venez jouer, c'est le jeu. Ben moi je suis quand même à cet endroit-là et j'adorerais toucher du doigt ce qui fait qu'au fond j'ai en moi la possibilité, malgré mon physique, d'être un enfant. Ça me plairait vachement. Parce que je pense... Alors, il faudrait le scénario, il faudrait le metteur en scène et tout, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais parce que je pense que j'ai la capacité de faire croire, avec mon physique, que je suis un enfant. Il faut beaucoup travailler. Hein. Il faut beaucoup travailler, mais je pense que je pourrais avoir cette capacité de retrouver quelque chose de l'enfance qui soit indiscutable. Ça m'intéresserait vachement. Camilla, qu'est-ce que j'ai dit quand on rentre? Ouh là là, mais c'est le moment des petits bisous. Ah, regarde, on peut se dire. Ça sent le bébé. Tu sais que j'adore ça, moi. Que je te défends. Ado, Ado! Non, pas Ado, non! Mon trophée. Tellement flippante. Waouh. C'est en 2016 que vous lisez Chanson douce de Léa Slimani et du coup vous demandez à un producteur d'acheter les droits du livre. Ouais. Et c'est la première fois que vous êtes du coup à l'origine d'un projet. Exact. Ben, j'ai lu ce roman et il a été évident pour moi que je voulais le faire. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je voulais interpréter cette femme. Il y avait quelque chose qui me touchait énormément chez elle. C'était l'humiliation sociale. C'est bizarre parce qu'en même temps, c'est pas ce qui est le plus en avant, mais finalement, je me disais, cette humiliation sociale qui amène du déclassement, qui amène une grande solitude,
amène cette femme jusqu'à ses extrémités. Et j'aimais ça, parce que je trouve que l'humiliation sociale, c'est d'une grande violence, et ça existe dans notre société, l'humiliation sociale. Donc, par cette humiliation sociale, arriver jusqu'au geste ultime qui est de tuer des enfants, je trouvais que c'était très intéressant. Et j'avais envie d'interpréter ça pour parler de cette humiliation sociale que j'ai connue personnellement et que j'ai subie personnellement. Et aussi pour... parce que ce personnage me ravageait en fait. Me ravageait, me touchait, en même temps que je me disais, elle fait cette chose qui est innommable, qui est impossible. Tu ne peux pas tuer des enfants. Enfin, tu ne peux pas, non. Tu peux tuer personne, mais des enfants encore moins, quoi. Et j'avais pas du tout peur de... Voilà, j'avais pas du tout peur de déplaire. Ceci étant, le film, bon, peu de gens sont allés le voir, ce que je comprends, parce que c'est quand même difficile à regarder. Mais il y avait effectivement dans ce personnage beaucoup de choses qui m'importaient de jouer. Et j'ai adoré jouer ce rôle. Adoré. Et le livre prend aussi comme intrigue un fait divers. Et cet objet, le fait divers, vous, c'est quelque chose qui nourrit ce que vous appelez votre machine à jeu. Ah, le fait divers, ouais. Ben, le fait divers, oui, parce que c'est ce que les gens ont de plus mystérieux, de moins compréhensible. C'est-à-dire que nous, on est tous, autant qu'on est ici, on est... voilà, on a des règles, des valeurs et une moralité qui nous permet de vivre relativement bien les uns avec les autres. Mais quand tu décides d'un seul coup que tu es jaloux de ton voisin, que tu vas le tuer avec sa femme, ses 2 enfants, que tu prends les jouets des enfants du voisin que tu viens de tuer, que tu les donnes à tes enfants, que tu habites à côté, que tu fais semblant de ne pas comprendre pourquoi ils ne sortent pas leur voiture. Mais je veux dire, mais comment tu fais pour vivre avec ça? Comment déjà tu fais pour le penser? Comment t'en arrives là? Comment t'arrives à débloquer complètement? Et donc les grands faits divers, machin qui vit avec sa gosse, qui l'a violée, il fait remonter 2 enfants à la surface, pourquoi il en garde 4 dans la cave et pourquoi il y en a 2 qui remontent à la surface? Pourquoi ces 2-là? Pourquoi pas les 4 autres? Comment il peut faire avec sa fille rebelle, mais il la baise en même temps. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue. Les Fourniret, c'est un truc de dingue. C'est une machine à fantasmes, pas parce que je trouve extraordinaire. Parce que je me dis, mais c'est quoi cette humanité déglinguée? Est-ce que tu viens au monde comme ça? Est-ce que c'est l'environnement qui te rend comme ça? Et si l'environnement te rend comme ça, c'est quoi? C'est la maltraitance, c'est les viols à répétition, c'est... Moi, ça, l'âme humaine comme ça m'interroge. Vraiment, ça m'interroge. Ça m'interroge sur notre humanité. Donc c'est vrai que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un bon pépère tranquille, d'un seul coup, va complètement débloquer? Qu'est-ce qui fait qu'un type normal est avec une femme et puis il n'arrive pas, il est impuissant ou à ce moment-là, il la baisse pas comme il faut et puis elle lui dit « sale pédé » et juste, il la tue de 85 coups de couteau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a alors qu'il est doux comme un agneau, qu'est-ce qui fait que ça débloque? Et qu'à un moment donné, peut-être, il n'assume pas d'être homo, je ne sais pas. Mais ça me... Voilà, ça, effectivement, ça m'interroge. Et j'aime bien ça comme individu, comme actrice, parce que ça m'interroge sur l'humanité, ça m'interroge sur ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu tolères, ce que tu tolères pas. Là, en ce moment, et grâce à Andrea, qui a quand même beaucoup mis ça à l'ordre du jour, on parle beaucoup d'inceste. Moi, l'inceste, ça m'interroge beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu es incestueux? Parce qu'évidemment, tous ceux qui ont été violés par des gens de leur famille ne deviennent pas incestueux eux-mêmes. Mais il y en a, oui. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà, tout ça, ça m'interroge. Et tous ces rôles, donc... très difficile, très risqué. Il me faut penser à quelque chose que vous avez déjà dit plusieurs fois. Pourquoi? Justement, parce que vous aviez un jour dit que vous aviez peur de subir le désamour du public.
explicite, on aime brûler les idoles. Mais en même temps, vous jouez avec le feu en incarnant très souvent des rôles risqués dans ce sens-là, qui pourraient peut-être à un certain moment vous faire rejeter des spectateurs. On n'a pas envie d'aller voir Karine Viard parce qu'elle joue des psychopathes, des femmes qui tuent des enfants. Est-ce que du coup, ces deux notions ne créent pas un paradoxe? Si, alors, moi, en fait, j'aime tellement mon métier que je souhaite vraiment le faire jusqu'à ma mort. Donc pour ça, j'ai besoin que les gens aient quand même envie de me voir. Donc j'espère vraiment être aimée par un maximum de gens jusqu'à la fin de ma vie. Bon, ça s'est posé comme truc de départ. Après, j'en ai un peu rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Et j'ai cette liberté-là. C'est-à-dire que moi, je vais choisir un rôle que j'ai envie de jouer. Et si les gens ils disent « Ah, nana », je m'en fous en fait. Mais de la même façon que j'ai cette grande chance d'en avoir un peu rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Dans la vie, il y a les gens qui m'aiment bien, il y a les gens qui m'aiment pas, ben, c'est comme ça. Moi, j'aime pas tout le monde non plus. Je comprends qu'on m'aime pas, je comprends qu'on m'aime bien, mais je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est d'être aimé par les gens que j'aime, évidemment. Si j'aime quelqu'un et qu'il m'aime pas ou qu'il m'aime plus, ça va être horrible. Mais en soi, être aimé pour être aimé par quelqu'un dont j'ai pas envie d'être aimé, ça m'intéresse pas. Donc, c'est un paradoxe, mais qui s'assume pas mal, en fait. C'est que moi, j'ai envie de continuer comme actrice, d'avoir la liberté, et je me donne cette liberté de choisir les rôles qui m'importent et qui sont importants, nécessaires pour moi. Mais j'espère vraiment être aimée par la France entière. Est-ce que ça pose du coup la question du rapport que vous pouvez entretenir avec le public? Vous avez aussi fait du théâtre. Et est-ce que ce rapport-là, direct avec le public, c'est quelque chose qui compte pour vous? Ah bah ouais! Ah bah ouais! J'avais un message hier sur Instagram, message privé auquel je réponds pas. D'abord, je sais pas y aller. Hier, j'ai appuyé sur un bouton, je me suis retrouvée. Bon ben... Et il y a un gars qui m'a envoyé un message pour me dire « Je vous adore, suivez-moi ». Donc, j'ai pas répondu. Et puis là, il laisse un deuxième message et il me dit « Artiste, bobo de merde, vous répondez pas, espèce de connasse, alors que c'est nous qui vous faisons exister ». Et je me suis dit « Certes, c'est vrai. C'est cet homme-là qui me fait exister. Si plus personne ne souhaite aller me voir au cinéma ou au théâtre quand je joue, je ne serai plus actrice. Mon identité d'actrice dépend du désir que je suscite auprès des metteurs en scène, mais dépend aussi et beaucoup et surtout de l'envie des spectateurs de me voir. Donc c'est vrai, ce gars a parfaitement raison. Je dépends absolument de lui. Il a parfaitement raison. Toutefois, ce pouvoir que j'ai de dépendre de lui ne l'autorise pas à exiger quoi que ce soit de moi. Et donc, j'ai supprimé son message et juste, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que mon rapport au public, il est, je crois, très juste. Je sais ce que je dois au public, qui a la gentillesse de payer une place de théâtre ou une place de cinéma pour venir me voir. Je sais ce que je lui dois. Moi, je prends mon métier suffisamment à cœur pour donner à ce public le maximum de ce que je peux faire pour être à l'endroit où je pense que je dois être, pour avoir la générosité de donner à ce public ce que je peux lui donner, avec toute la sincérité de mon âme. Mais après, ce public n'a aucun droit sur moi, en fait. Mais absolument aucun. Et ce mec peut bien penser que je suis une actrice bobo de merde. J'en ai rien à battre. Mais vraiment rien. Et le public n'a rien à obtenir de moi. C'est-à-dire que je suis dans des... Par exemple, moi, j'ai posé un truc très simple.
Quand je suis maquillée et en représentation, tu peux me demander toutes les photos, tous les autographes que tu veux. Mais par contre, quand je suis dans la vie en train de faire mon marché avec mes copains, mes trucs, je peux faire une photo, bah, je dis bah non, excuse-moi. En fait, je suis pas en représentation à ce moment-là. Je suis dans ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que quelqu'un qui est pas maquillé, qui s'est levé du pied gauche ce matin, je peux vous prendre en photo toutes les 5 minutes? Tu dis bah non en fait. Et je me donne ce droit-là. Par contre, quand je suis en représentation, là, voilà, je suis maquillée, coiffée, je suis en représentation. Tout le monde peut prendre des photos de moi. Voilà, je suis actrice à ce moment-là. Mais je n'ai pas envie d'être actrice tout le temps, 24 sur 24. Et quand je le suis pas, ben non, en fait. Je reste aimable et gentille, mais non, j'ai pas envie qu'on me prenne en photo. Je viens de me maquiller, je viens de me lever du lit. J'ai enfilé des fringues pour aller acheter une baguette. J'ai pas envie qu'on me prenne en photo, quoi. Donc voilà, je me suis mis des petites règles comme ça. C'est un peu la définition d'une bonne histoire d'amour, en fait. Avoir besoin de l'autre, mais ne rien exiger. Exact. Exact. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce sang-là? Mais mon bébé, t'as tes règles? Oh, ma petite chérie. Ma doudette, t'as tes règles. Mais c'est pas vrai. Mais c'est fou ça, t'es tellement petite. Hein? T'as à peine 10 ans quand même. T'as pas de poils, pas de poitrine, rien. C'est dingue. Tu sais, moi j'ai eu mes règles très tard. Je les ai eues à 17, 18 ans. C'est tard ça. Hein? C'est bizarre que tu les aies si tôt. Oh, ça doit être l'eau en bouteille. Tu sais, l'eau minérale, j'ai vu un reportage là-dessus. Et ben, ça développe la progestérone et ça avance la puberté. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Non? Tu comprends pas? Ben oui. Oh là là, je vais jamais la revoir. Tu sais, chérie, quand tu nettoies une culotte avec une tache de sang, il faut toujours mettre de l'eau froide, parce que l'eau chaude, ça cuit la tache. Là, maintenant, je vais plus pouvoir rien faire. Mais c'est pas grave, mais t'aurais dû m'en parler. C'est normal de grandir et de devenir une femme, tu sais. Mon bébé qui devient une femme. Ça me fait bizarre, hein. Ça me fait très bizarre. Bon, allez, je la jette. Maman, faut que je te dise. On va aller voir le gynéco? Non. Non? Tu veux pas? Normalement, la première fois qu'on a ses règles, on va voir le gynéco, mais bon. Si t'es pas prête, on attend un peu, d'accord? On va aller acheter des serviettes hygiéniques, comme ça tu tâcheras plus tes culottes. On dit rien à papa, d'accord? Allez. Lève-toi les mains, on y va. C'est atroce. Ah, c'est terrible. C'est atroce. Et justement, de toute votre carrière, ce rôle de la mère dans Les Chatouilles, vous dites que c'est un seul que vous n'avez pas compris. Ah, c'est le seul que j'ai pas compris, non. J'avoue, je l'ai joué sans le comprendre. Vous voyez bien, comme je travaille du chapeau toute la journée, tout ça, et ben là, je l'ai pas compris. J'y suis allée, je voulais absolument faire partie de ce projet parce que j'avais vu la pièce de théâtre, que j'avais trouvée fabuleuse. Et il était question qu'ils en fassent une adaptation pour le cinéma. Ils m'envisageaient pour faire le rôle de la mère. J'ai dit, mais moi, je veux bien même faire le rôle du chien. Je veux faire partie de cette histoire. Parce que cette histoire, elle est fondamentale, elle est très importante. Il faut parler de ça, en fait. Il faut le parler. Et je ne savais pas ce que serait le film. C'était un premier film. La pièce de théâtre, il y avait tout le temps des flashbacks. C'était un peu compliqué. Je ne savais pas ce que serait le film. Mais je me dis, mais même s'il est raté, il faut qu'il y ait cette tentative. Et je veux participer à ça. Et je suis rentrée voilà, dans ce travail. Et je n'ai pas réussi. Ça s'est heurté à quelque chose de moi. Je crois que j'ai pu jouer une femme qui tue des enfants, j'ai pu jouer une femme qui tente de tuer l'assassin de son fils, et ça, je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu travailler ce rôle, en fait. Et si on reprend la métaphore de la partition, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la note et que vous n'avez... J'ai pas trouvé la note. J'ai pas trouvé la note intime, en fait. J'ai pas trouvé la note intime parce que je n'ai jamais réussi à comprendre, je n'ai jamais réussi à faire le chemin émotionnel, affectif, psychique, psychologique du personnage qui sait que sa fille s'est fait violer et qui prend encore ça pour elle. Ce mouvement-là, je n'ai pas su le... Alors bon, certes, oui, on peut imaginer que peut-être dans son enfance, il lui est arrivé la même chose, donc... Mais je n'ai pas trouvé, je n'ai rien trouvé de probant qui me mette sur le chemin de cette femme. Ce qui fait que j'ai fait, ce que je fais, c'est que je l'ai complètement assumée. Je n'ai pas essayé de la rendre plus gentille, plus mignonne, plus subtile, plus
plus malheureuse que ce qu'elle était. J'y suis allée comme ça, bam, et ça a marché. Aussi parce qu'Andrea, dont c'était l'histoire, connaissait bien la chose. Elle me dirigeait pas. Elle ne pouvait pas me diriger, ils étaient deux, elle et son mari. Elle ne pouvait pas me diriger, c'était trop dur pour elle. Donc c'est Eric qui me dirigeait, il me dirigeait super bien. Et elle était comme ça derrière le combo parce qu'elle revoyait des scènes de son enfance. Je crois que c'était très 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 fort pour elle. Et du coup, eux me donnaient la bonne note, quoi. Et du coup, je leur faisais totalement confiance. Et j'allais droit comme ça. Mais je n'ai pas pu faire le travail que j'ai fait avec les autres personnages. Je ne l'ai pas comprise. Et quand vous voyez, par exemple, dans cet extrait, dans le film, vous trouvez que vous jouez bien? Ouais. Donc il ne suffit pas vraiment de comprendre le personnage pour bien jouer. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais là, je trouve que je joue bien, ouais. Donc oui, le fait de ne pas comprendre le personnage vous a pas empêché d'être juste. Bah ça, c'était une grande interrogation pour moi. Parce que j'y suis allée, je me suis dit, putain, j'ai pas fait le travail, en fait. J'ai pas réussi à faire le travail. Donc j'y suis allée un peu comme ça. Et bon, j'ai joué les scènes un peu comme ça aussi. Et puis finalement, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais je suis bien, en fait. Donc... Mais vous avez eu un César, donc a priori, ça a plu aussi. Ouais, c'est pas parce que j'ai eu un César que j'étais bien. Hein. Des fois, tu... aussi. J'ai eu une reconnaissance, en tout cas. Ouais, tout à fait. Mais ouais, bah, du coup, c'est aussi la preuve que tout ce que je fais, là, peut-être que ça sert à rien. Hein. Je sais pas. Oh, ça, c'est vraiment pas moi de le dire. Et ça vous arrive de ne pas vous aimer à l'écran? Ouais, bien sûr. Et vous avez une raison ou c'est... Bah, ne nous mentons pas. Souvent, déjà, je m'aime pas physiquement. Je me trouve moche, je me trouve grosse, je me trouve vieille. Bon, ça, c'est fait. Donc déjà, quand je me vois moche, grosse et vieille, j'ai du mal à m'aimer, déjà. Et après... parce que c'est quand même pas si évident de se voir vieillir à l'écran. C'est pas si évident. Et en plus, l'écran, tu prends un tout petit peu. Et en plus, vous vous êtes jamais vu, vous, sur des écrans géants, mais tu te vois manger, tu t'exaspères. Ah, je mange comme ça, je me déteste. Ah là là. Ah, et comment je bois, c'est insupportable. C'est-à-dire que ce que vous avez comme sensation quand vous vous voyez sur des photos de famille. Ah là là, mais je suis bossu. Toi, non seulement tu le vois, mais tu le vois pendant 1h30. Tu te vois marcher, tu te vois manger, tu te vois boire, tu te vois rire, tu détestes ton sourire. Enfin, je veux dire, ça peut être un cauchemar, hein, ne croyez pas. Hein. Tu te trouves pas genre magnifique. Et en plus, quand tu te trouves moche tout le film, et que quelqu'un vient te voir en te disant « Vous n'avez jamais été aussi belle », t'as envie de mourir, quoi. T'as envie de mourir. Après, évidemment, je suis quand même consciente que sans doute, je ne me vois pas comme les autres se voient, que sans doute, je ne suis pas très aimable avec moi-même. Et quand je vois ça, je me dis « Bon, écoute... c'est pas forcément une réflexion très intéressante, donc essaie de vivre avec le fait que tu ne t'aimes pas, mais voilà. Et vous continuez à les voir dans tous les cas? Je n'ai pas le choix. Ah ouais? Si j'avais le choix, je ne le ferais pas. C'est-à-dire pas le choix? Ben, j'ai pas le choix, c'est-à-dire que par égard pour la production qui m'a correctement payée, par égard pour le metteur en scène qui m'a choisi, qui s'est réjoui de me choisir et qui est trop content de me montrer ce qu'il a fait, pour toute l'équipe qui m'a accompagnée, parfois dans des scènes difficiles, qui m'ont respectée, qui m'ont soutenue. Je trouve que, égard à tout ça, mon petit narcissisme et mon petit ego qui me fait me détester, bon, ok, mais... c'est chouette d'être là quand même, c'est chouette de dire au metteur en scène merci de m'avoir proposé ce rôle et j'aime beaucoup ton film, c'est chouette de dire à la prod je vais défendre ce film en interview, je l'ai vu, je suis contente de ce que vous avez fait et comptez sur moi, je vais défendre ce film. Enfin, c'est une question de respect pour les autres en fait. Donc je n'ai pas le droit de pas le voir, mais ça devient de plus en plus un supplice en fait, de me voir physiquement à l'écran. Je m'aime pas, j'avais pas du tout envie de vieillir, ça me fait super chier. Après... je peux me trouver pas bonne actrice. Alors, je préfère me trouver très belle, mais pas bonne actrice, que pas belle et très bonne actrice. C'est vraiment
Je l'avoue, hein, c'est vraiment très très bête. Mais voilà, je l'avoue, je le confesse. Donc ça m'est déjà arrivé d'être très mauvaise dans un film où je me trouvais super belle. Et finalement, c'est passé. Mais j'étais quand même très mauvaise, sans intérêt. Je sais pas, je minaudais, je sais pas ce qui s'est passé. Je minaudais, je me sentais bien filmée, je faisais un peu des mines et tout. Je suis supra bidon. Mais belle, donc je m'aime bien quand même. Et chez les frères Larieux, vous êtes vraiment, on peut le dire, un objet de désir. Vous êtes Ouais. vraiment même une icône sexuelle. Ah je veux oui, dire, oui, pour je les suis leur frères poupée Larieux. de sexe. Vous oui, vous oui. aimez bien dedans? Est-ce que vous êtes ça, leur poupée de sexe? Ben, j'aime assez parce que je trouve, d'abord, je les aime eux, et quoi qu'ils me proposent, j'y vais, parce qu'ils sont juste complètement givrés. Et j'aime beaucoup que, à mon âge, ils puissent faire encore de moi. Mais je pense qu'ils peuvent faire de moi poupée de sexe. Je sais pas, c'est comme s'ils m'avaient rencontrée et qu'ils se sont dit, avec elle, ça va être notre poupée de sexe pour notre fille, pour notre cinéma qui peut être très sexualisé comme ça. Et j'adore assumer ça en fait. Et la question de la beauté ou pas se pose pas. Ce qui se pose, c'est la question de la sexualité, et j'aime bien avec eux pouvoir complètement assumer ça. Parce que finalement, t'es séduisante, t'es comme ça, mais être vraiment sexuelle, c'est pas si évident, et je pense qu'à part eux, je suis pas sûre qu'on me le propose vraiment. Et du coup, j'aime bien ça. Et j'aime encore plus en vieillissant. Donc je dirais que je m'aime bien chez eux parce que j'aime bien pouvoir assumer à mon âge cette partition-là. Parce que normalement, des femmes hyper sexuées, c'est plutôt des jeunes femmes. Et une femme de mon âge hyper sexuée, ça pourrait me mettre mal à l'aise. Mais chez eux, leur cinéma est tellement jouisseur et tellement gourmand que finalement la sexualité d'une femme de mon âge qui est hyper sexuée, ça devient drôle en fait. Et ça met pas mal à l'aise. Et ça, j'aime bien. Il faut dire que vous aviez refusé le premier rôle qu'ils vous avaient proposé. J'avais refusé parce que je voulais pas être seins nus. Et finalement ils m'ont bisuté. Hein. Ils m'ont bisuté parce qu'effectivement, le film s'ouvre pratiquement sur une fille qui reçoit chez elle quelques amis, mais qui est juste seins nus, en pantalon. Bonjour, rentrez, vous voulez boire quelque chose et tout. Moi, je lis ça, j'avais des seins très lourds à l'époque. Et j'étais quand même une jeune femme, pas super bien dans ma peau. Et je vois que pendant 20 minutes de film, elle discute. Ah, c'est sympa, elle va sur le balcon. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va, tes études, seins nus? Alors moi, ça m'a tellement défrisée. Je suis à peine allée plus loin. J'ai appelé mon agent, j'ai dit, je le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Qui sont ces gens? Ils sont complètement cinglés. Si c'est pour voir mes seins, comme ça. Alors il me dit, non, mais tu sais, ils ont fait des courts-métrages vachement bien, tu devrais les voir. Je dis, non, mais je ne vois rien du tout, je ne le ferai jamais. Il me dit, mais tu veux pas les rencontrer? Je dis, non, mais je te dis, je le ferai jamais. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, j'aime pas leur cinéma, je trouve qu'ils sont un peu bizarres, c'est un peu cinglés, comme ça. Bon. Et puis quand même, ça a dû me gratter un peu parce que je suis allée voir ce premier film. Et finalement, ils avaient pris Hélène Filière. Et j'ai trouvé le film super bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne. Et donc, je les ai vus, je sais pas, je les ai rencontrés peut-être 10 ans après. Dans un festival, ça? Dans un festival. Et je vais les voir et je leur dis... Parce qu'ils l'avaient écrit vraiment pour moi, le rôle, en plus. Et je vais les voir et je leur dis, ah, ben, je suis ravie de vous voir. Ils présentaient Peindre ou faire l'amour. Je leur dis, j'aime beaucoup, ce qui est vrai, j'adore leur cinéma. Et je leur dis, voilà, je voulais vous dire, j'avais refusé votre premier film et je me suis trouvée bien con quand je suis allée le voir et tout ça. Ils me disent, mais pourquoi tu l'as refusé? Je lui dis, mais parce que je voulais pas être seins nus, j'avais des seins, gros seins à l'époque, et je voulais pas être seins nus comme ça, là, ça me mettait mal à l'aise. Ils me disent, mais on t'aurait rencontré, on t'aurait foutu un soutien-gorge, et puis c'était pas... Ah mince, c'est dommage. Alors ils me disent, mais eh ben super, tu feras le prochain. Je dis, ouais, je veux bien. Et il me dit, bah ok, allez, on te propose le prochain. Je fais, génial. Le prochain, je devais m'asseoir sans culotte sur la tête de Mathieu Amalric, quoi. Et vraiment, ils m'ont bisuté. Ils m'ont bisuté. Ils m'ont dit, ah, tu nous as refusé la première fois, parce que tu voulais pas être seins nus. Bah, maintenant, tu reviens 10 ans après,
ben on va un cran au-dessus. Et si t'acceptes, tu vois. Et moi, je me suis dit, les enfoirés que c'est, j'avais des scènes de cul, mais énormes. Notamment celle de m'asseoir sans culotte, parce que c'était en plan séquence, j'enlevais ma culotte. Mathieu Amalric était allongé. C'était affreux. C'était affreux. J'enlevais ma culotte comme ça. Et je m'agenouillais et je mettais mon sexe sur sa tête. C'était affreux, c'était affreux, c'était affreux. Et j'avais tout à fait conscience qu'ils étaient en train vraiment de me mettre à l'épreuve en disant, mais je savais aussi que si je passais cette épreuve, je pourrais travailler avec eux, quoi. En plus, ça se faisait avec Mathieu, donc je m'asseyais pas là, mais je m'asseyais là, bon, enfin bref. Mais c'était quand même tellement difficile à faire. Ça m'a tellement inhibée, mais c'était atroce. Ouais, j'imagine. Atroce. Bon, en même temps, c'était pas ni pervers, ni vicieux, ni rien. La scène, encore une fois, ils ont un cinéma qui est assez sexuel, donc voilà. Et comme ils m'ont fait faire ça, où on voit rien, hein, mais juste je dois le faire, du coup, maintenant, je parle, je dis des trucs, mais je me retrouve jamais dans des positions scabreuses avec eux, quoi. Qu'est-ce que je vous fais? Vous rasez tout. Ça serait dommage. Vous préférez pas plutôt... Non. Mais j'aimerais autant pas me voir. Bon. Vous êtes sûr? Oui. C'est parti. Au les cœurs de Solveig Anspach, je le prononce bien? Anspach, oui. Vous travaillez pour la première fois sans cette idée de produire quelque chose, je reprends vos mots, mais d'être plutôt traversé par les choses. La passion, et moi j'ai noté cette phrase de Duras qui m'a fait penser à vous, la passion reste en suspens dans le monde, prête à traverser les gens qui veulent bien se laisser traverser par elle. Mais magnifique. Mais magnifique cette phrase. Et effectivement, c'est extrêmement juste, c'est-à-dire que au fond, toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui pourrait se résumer à ça. C'est-à-dire que tout le travail, toute l'approche, toute la réflexion, tout ça, en fait, n'a pour seul but que de se laisser traverser par les choses. En effet. Et ça, je dirais que c'est un travail d'actrice, mais c'est aussi un travail personnel, c'est... Se laisser traverser par les choses, c'est repousser la peur, c'est donc repousser la peur du jugement, c'est repousser l'idée qu'on attend de toi quelque chose, que tu n'as pas droit à l'erreur, c'est repousser toutes les injonctions, c'est se sentir relié avec les autres, avec l'univers, c'est se sentir un grain de sable dans l'univers, mais voilà, là où t'es et à l'endroit où t'es, de faire le mieux que tu peux. Et puis, se sentir une espèce d'amplitude et de calme qui te permettent d'accueillir les choses et effectivement de te laisser traverser par elles. Et cette chose dont je parlais tout à l'heure en disant au théâtre, au cinéma, cette chose qui t'échappe en fait, ben à ce moment-là, en effet, t'es traversé par les choses. T'es traversé par les choses, comme dans la vie, t'es traversé par l'amour, par... Et je pense que quand ça t'arrive, c'est que tu es prêt. Et que quand ça t'arrive pas, c'est que t'es pas prêt. Et votre collaboration avec Solveig, on a l'impression, quand vous en parlez, qu'elle a été assez importante dans votre vie. Très importante, parce que Solveig, elle était très différente de moi. Elle était très différente de moi, Solveig, mais elle avait une qualité
d'amour et de confiance que moi, j'avais pas beaucoup connu. Et qu'elle m'a... et ouais, elle m'a accueillie d'une certaine façon. Elle m'a proposé ce rôle qui était très incongru pour moi, vu que j'étais vraiment la pulpeuse, rigolote. D'un seul coup, elle me proposait un rôle principal, assez dramatique et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle me propose ça? Je pense pas que je sois capable de faire ça. Et elle aimait tout chez moi. Elle m'accueillait vraiment avec mes choses dissonantes. Et en m'accueillant comme ça, elle m'a permis de toucher du doigt quelque chose. C'est-à-dire, je lui ai dit, mais moi, je veux bien faire ton rôle, mais comme je me sens pas du tout capable de le jouer, je te propose de le faire seulement comme si ça m'arrivait. C'est-à-dire que toi, sur certaines scènes, t'as dit elle pleure. Ben moi, si j'ai pas envie de pleurer, je pleurerai pas. Et puis peut-être je pleurerai sur d'autres où c'est pas prévu. Et il faut que tu me laisses ce droit-là. Je vais m'en emparer et je vais faire comme si ça m'arrivait pour de vrai. Et elle m'a dit oui. Elle n'a jamais repris sa parole, ce qui était super parce que aussi ça m'a permis pour d'autres films de l'imposer, entre guillemets. C'est-à-dire de dire, je veux bien faire ce rôle, mais il y a beaucoup de didascalie. Là, elle se met en colère, là, elle pleure, là, elle fond en larmes, là, elle a la larme aux yeux. J'ai horreur de ces trucs-là, moi, dans les scénarios. Il y a des moments où ça se discute pas, mais il y a plein de moments où ça se discute, en fait. Elle a les larmes aux yeux. Ah bon, pourquoi? Et si, toi, ta vérité de l'interprétation à ce moment-là, c'est de pas avoir du tout les larmes aux yeux. Si tu as un metteur en scène qui dit « je veux qu'elle ait les larmes aux yeux », je veux qu'à ce moment-là, elle ait les larmes aux yeux pour ça, et je veux qu'à ce moment... Là, c'est trop rigide pour moi, je ne pourrais pas. Parce que j'ambitionne de pouvoir être un peu traversée par les choses et que c'est pas forcément ce que tu imagines en soi. Vous avez fait beaucoup de premiers films dans votre carrière. C'est un choix parce que vous avez un appétit de nouveauté ou c'est un hasard C'est vrai, j'ai fait beaucoup de... d'abord, j'aime les jeunes. non, c'est pas ça. D'abord, j'ai pas peur. C'est-à-dire que souvent, les acteurs de ma trempe, ils veulent avoir l'assurance d'un certain nombre de choses avant de s'offrir un premier film. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas une si haute opinion de moi-même que je pense que je vaux mieux qu'un jeune réalisateur, par exemple. Je pense qu'il a besoin de moi, mais je pense que moi aussi, j'ai besoin de lui. C'est-à-dire que si j'ai un jeune réalisateur qui me regarde d'une certaine façon, qui me propose un rôle que je n'ai jamais fait, je vois pas pourquoi je dirais non, en fait. Parce que je pense toujours qu'il a autant besoin de moi que moi, j'ai besoin de lui. Aussi parce qu'un jeune réalisateur, il appartient à une génération qui n'est plus la mienne, qui capte un truc de cette société, qu'il a sans doute envie de mettre en scène d'une certaine façon, et que moi, comme artiste, pour me renouveler, j'ai besoin d'être dans mon époque, et j'ai besoin d'être filmée par des gens jeunes, en fait. Parce que sinon, si mon fonds de commerce, c'est des gens de mon âge, je vous dis, je ne tournerai pas jusqu'à ma mort, parce que sinon, tout le monde sera mort et plus personne ne me fera tourner. Donc déjà, j'ai besoin que ce soit vivant, que ce soit vivace. Donc j'ai besoin de tourner avec des jeunes gens aussi pour comprendre cette société, ceux qui sont, qui sont nés avec des ordinateurs, avec les téléphones, les nouvelles techniques, les machins. Moi, je suis super à l'ouest, ça ne m'intéresse pas. Pas beaucoup. J'ai besoin de ce regard-là sur moi. Et le jeune metteur en scène peut avoir besoin de mon expérience. Donc, je ne vois aucune raison à refuser un premier film. Ensuite... donc je n'ai pas peur. Si même le film n'est pas bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, le film n'est pas bon, je ne suis pas bon dedans, voilà, ok, la vie continue, le soleil se lève le lendemain, je veux dire, ça te fait un peu chier, mais enfin, c'est pas non plus... voilà. Donc c'est pas non plus si grave que ça pour moi. Et ensuite... des fois, tu tournes avec un très grand metteur en scène, très émérite, et il fait son plus mauvais film avec vous. Quel intérêt, en fait? Et toi, tu le lis et tu dis, il n'est pas très bon, ce scénario. Et ton agent te dit, c'est quand même le scénario de machin. Tu dis, ok, c'est le scénario de machin, mais il est quand même pas très bon, ce scénario. Je suis pas d'accord. Et puis, tu sais, ce grand metteur en scène va en faire quelque chose. Toi, tu te dis, bon, ok, je vais dire oui, mais
J'ai pas l'impression que ce soit si bien que ça. Et puis tu vois le film et le film n'est pas intéressant. À l'inverse, t'as une pépite. c'est un premier film et tu te dis, le gars n'a jamais rien fait, il n'a même jamais tourné un court-métrage. Ok, mais il écrit quand même ce scénario-là, quoi. Donc, tu vois, moi je préfère tourner un très bon premier film de quelqu'un qui n'a jamais rien fait qu'un mauvais film de quelqu'un qui a eu des prix partout à Cannes. Parce que c'est pas forcément un gage de réussite non plus. Moi, ce qui me plaît, c'est le moment présent. Voilà, sinon, je sais pas, j'aime ce qui se passe dans l'instant, en fait. J'aime, voilà. Et donc, voilà, j'ai pas une opinion de moi qui me donne la sensation que je fais cadeau de ma personne à un jeune metteur en scène, pas du tout. Du coup, ça marche bien. Avec les jeunes metteurs en scène, ça marche bien. Il y a une anecdote très jolie comme ça, sur cette accessibilité, si on peut l'appeler ainsi. Pierre Pinault, donc, avec Parlez-moi de vous, que vous rencontrez donc, pour parler du rôle et vous dites mais on se connaît. Et en fait, c'était votre chauffeur 5 ans avant sur un tournage, il était régisseur. Ça a plus que 5 ans très joli, avant. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est marrant. C'est marrant. Bah oui. Et c'est vrai que parfois, je vois des comportements que je ne comprends pas trop sur les films, des acteurs qui font trembler, les gens n'osent pas lui parler. Il y a des petits jobs dans le cinéma, c'est des stagiaires régis, c'est tout ça. C'est des gosses, ils ne sont pas bien payés, ils se mettent en cadre pour... Moi, je les adore souvent, les petits stagiaires régis. Bon, puis parfois, il y en a qui sont complètement cons et je les aime pas du tout. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je vois les gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur fonction, pas pour... Le cinéma est ultra hiérarchisé. Moi, cette hiérarchie ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que je me sers beaucoup de l'équipe aussi pour tourner. Si c'est une équipe conflictuelle, si je sens qu'il y a des gens qui me posent problème, j'ai plus de mal à jouer que s'il y a une ambiance assez harmonieuse, assez solidaire et tout ça. J'aime beaucoup ça, j'aime pas les conflits. Quand tu as des fortes personnalités, genre chef-op ou ingénieur du son qui prennent le pouvoir, qui sont agressifs. « Oh, bah puisque c'est comme ça !» Alors là, ça me... J'aime pas du tout ça. Alors il y a une question qu'on pose à toutes les personnalités que l'on reçoit, donc, qui se rattachent à leur expérience évidemment. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune actrice, un jeune acteur, mais aussi à un jeune réalisateur, une jeune réalisatrice, qu'est-ce que ce serait ? Ben, je crois que je leur dirais d'oser en fait. D'oser. D'oser tout. Après tu doses, mais d'abord tu oses. Et je pense que tu oses sortir de ta zone de confort, tu oses proposer quelque chose, tu oses écrire, tu oses dire qui tu es dans ta vérité toute nue, toute simple. Tu oses dire ton désir, tu oses. Parce que je crois que c'est le premier pas en fait pour créer une interaction. Et tu peux être super intelligent, tu peux être super talentueux. Si tu n'oses pas, ben, il se passe moins que si tu oses. Donc oser, doser. Oser d'abord, doser ensuite. Pour être des très bons conseils pour un jeune cuisinier aussi. Exact. Ben oui, mais oui, au fond, c'est vrai. Parce qu'après, le bon dosage, c'est l'expérience et tout ça, mais c'est oser dire, je veux faire ça, c'est oser dire, Et alors, une toute dernière question, et si vous l'acceptez, si vous pouvez répondre à la caméra en regardant l'objectif, pour vous, qu'est-ce que le hors-champ et qu'est-ce qui s'y cache ? Ben, le hors-champ, pour moi, c'est l'intime, et il s'y cache tous tes secrets. Voilà. Merci beaucoup. Fin de l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève, trêve de révérence, fin de l'hommage, quelle délivrance, fin du dégoût qui couvre tout.
l'état de grâce, fin des réflexes les plus tenaces, fin d'une famille qui marche et crève. J'étais le petit prince, le petit roi, c'est vrai, mais maintenant oublions ça.